Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du tout premier épisode de Koh Lanta, le feu sacré, la nouvelle saison qui vient juste de débuter. Effectivement, ça y est, TF1 a lancé sa nouvelle saison de Koh Lanta. Donc nous allons découvrir ensemble tous ces nouveaux candidats, cette nouvelle aventure avec tous ces nouveaux secrets, en espérant que ce soit plutôt sympa, pas comme les armes secrètes par exemple, mais plutôt comme le totem maudit ou les 4 terres. Oui, c'était une saison que j'avais plutôt bien aimé, donc j'espère que ce sera aussi bien. En attendant de savoir ce qui se passe dans les aventures des nouveaux candidats comme Nicolas, Grace ou encore Alexandre, je voulais vous remercier comme d'habitude, je ne lâche pas l'affaire, vraiment merci pour tout votre soutien, votre fidélité, vraiment vous êtes au top. Sans vous je ne suis rien, je ne le répéterai jamais assez, donc vraiment je le dis, merci vraiment à vous pour tous vos commentaires, toutes vos vues, toutes vos réactions, nos débats qu'on a ensemble, nos discussions, vraiment c'est top. Donc merci, vraiment merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, j'essaie de faire des posts assez fréquemment. Il y a des tournois, il y a aussi des débats Survivor, il y a plein de choses différentes, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis actuellement sur les réseaux sociaux, j'essaie de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à me follow. Et c'est parti, nous allons commencer la review de Koh Lanta, le feu sacré, épisode 1. Et donc, comme tous les épisodes, on a un pré-générique qui fait à peu près une dizaine de minutes, sans être trop hypocrite, parce que c'est vrai que c'est plutôt long, avec ensuite un générique. Donc, on va un petit peu parler de ce pré-générique et de ce générique, et après on n'en parlera plus dans les épisodes suivants, parce que c'est bon, c'est toujours le même. Des fois, ça se modifie un petit peu au fil des épisodes, parce que le casting diminue, et puis les séquences sont différentes, etc. En gros, on va pas en parler 20 ans, mais c'est vrai que le mot d'ordre du pré-générique et du générique, c'est clairement le spoil. Clairement, les spoilers sont présents, ils sont parmi nous, ils se sont installés à côté de nous, ils sont bien présents. Et bien écoutez les spoilers, installez-vous parce que franchement, il suffit de regarder le pré-générique pour savoir à peu près quel candidat est sur quelle épreuve, donc il y a peu de suspense pour certains épisodes, c'est dommage. Donc je l'ai regardé, bien sûr, ça me spoil un peu, mais bon, j'aime bien regarder un petit peu l'intro pour savoir un petit peu ce que ça vaut, etc. C'est rempli de spoilers, c'est le mot numéro 1 du pré-générique, mais bon, on a quand même une musique plutôt épique. Ça commence ce pré-générique par un plan sur le volcan qui est clairement un des protagonistes de la saison, on a bien compris, le volcan, le feu sacré, le talisman, etc. On a quand même pas mal de beaux plans, c'est vrai que les plans sur le décor c'est toujours magnifique dans Koh Lanta. On a Denis qui marche tranquillement dans les hautes herbes, il nous souhaite la bienvenue sur la ceinture de feu du Pacifique, tout cela enrobé de la légende du volcan avec le feu sacré. Il nous dit également qu'il y a 20 nouveaux naufragés, bon ça on était un peu au courant, il nous parle également du feu sacré, l'avantage du talisman, etc. Bon, on savait un petit peu parce qu'on avait eu quelques infos via les médias et aussi des bandes annonces. Et ensuite les plans s'enchaînent, on sent que c'est la détresse chez les candidats, effectivement le talisman risque de foutre pas mal le bordel dans la saison. Il y a vraiment énormément de spoil, je le répète, mais énormément de spoil dans ce pré-générique. On sent que les candidats sont en souffrance totale, on a des clashs, on a des cris, on sent que ça va être très tendu, plein d'émotions. On a des épreuves aussi, on a pas mal d'épreuves qui sont montrées, donc on a plein d'épreuves qu'on devine. Je vais pas les dire dans cette review, mais bon, si vous regardez le pré-générique, il y a clairement plein d'épreuves, des nouvelles, des cultes, etc. Et Denis, pour conclure ce pré-générique, qui est rempli de moments forts, on va dire, de la saison, il nous dit la phrase « Dans 40 jours, il n'en restera plus qu'un ». Ah d'accord, donc maintenant c'est plus à la fin il ne restera plus qu'un. Très bien, il modifie la phrase, ça me fait pas trop plaisir, on change les habitudes, ce n'est pas normal Denis. Et ensuite on a un petit générique un peu mystérieux, voilà, avec le talisman qui est clairement au centre des séquences. Après le générique c'est assez classique, il ressemble beaucoup à celui du totem maudit. Moi j'ai beaucoup aimé les polices des candidats enflammés, j'ai trouvé ça plutôt stylé par rapport au volcan, le feu, la lave et tout ça. On a encore des spoils, clairement dans le générique, et on a une musique un petit peu différente, comme dans le totem maudit, il y avait vraiment sa musique à chaque édition, et là c'est pareil, on a une musique un peu plus douce à un moment. Bon, c'est dommage, moi j'aime bien les génériques qui bougent bien ou avec plein de moments où c'est hyper rythmé, etc. Là c'est un peu plus calme, bon tant pis, j'ai plus mes génériques qui bougent dans tous les sens comme dans les premières saisons. C'est comme ça, mais en tout cas, voilà, on est quand même rentré dans le vif du sujet, on a eu 1000 spoils, clairement c'était zéro respect, mais en tout cas ça y est, on rentre dans Koh Lanta via ce pré-générique et ce générique. Et donc c'est parti, nous rentrons dans l'épisode, on a une entrée avec une musique pesante, lever du soleil, on sent qu'on est vraiment, ça y est, dans le Pacifique, et donc on voit un bateau
Ça s'appelle un banca, précise Denis. Bon, très bien. Moi, je ne connais rien en bateau. Je connais les paquebots, voilà, tout simplement. Les petites barques. Moi, je n'y connais absolument rien en bateau. Donc, ok, c'est une banca. Très bien. Les candidats sont dessus. Ils avancent tranquillement vers leur destination et ils commencent un petit peu à se découvrir. Et très vite, on a Nicolas qui est très mis en avant dans l'épisode. D'ailleurs, Nicolas, bon, ça me déplaît pas, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement mis en avant. Voilà, il a une belle gueule. Je pense que c'est le beau gosse de la saison, on va pas se mentir. Plutôt, voilà, bien foutu. Il va vraiment tout fracasser. On sent que ça peut être un challenger beast, clairement. Enfin, Nicolas, assez excité d'être dans l'aventure. On a un mini passage, donc son mini portrait. Donc, je vais pas détailler les portraits, hein, clairement. J'en ai parlé dans la vidéo. Je donne mon avis sur le casting. Donc, je vais pas détailler, mais on sent que ça va être un peu la star de la saison. On le voit beaucoup dans le pré-générique. On l'entend parler beaucoup aussi dans tout l'épisode. Voilà, il est présenté cash. Donc, clairement, on sent que ça va être une petite coqueluche de la saison. On le voit ensuite discuter avec Gilles, qui est donc l'agriculteur de la saison. Et c'est vrai qu'il lui fait une réflexion assez rigolote. Alors, il dit, oulala, ça se voit que t'es agriculteur, bonne paluche. Donc ça m'a fait un peu rigoler. On sent que Nicolas a un peu d'humour. Bon, c'est derrière à côté de Martin, on va en parler, mais clairement, on sent qu'il a un peu d'humour. Gilles lui répond aussi avec une petite pointe d'humour, avec les extrémités sont très importantes. Ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Un peu blague vaseuse, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ensuite, il raconte grave sa life d'agriculteur. Ok, ben, très bien, Gilles, ben, ça fait plaisir. On n'a pas demandé non plus tout ton CV, on demandait juste si ça allait. T'es content d'être là, calme-toi. Et ensuite, on a un mini passage donc sur Gilles l'agriculteur. Et ensuite, on a Julie qui parle un peu d'elle. Elle essaie de faire deviner aux autres ce qu'elle fait dans la vie et très rapidement, elle révèle donc qu'elle est dans le sport professionnel, que c'est une sportive professionnelle. Ok, Julie, elle rigole zéro. Je pense que si tu l'énerves et qu'elle te fout un coup d'épaule, t'es sur le sol. Et Martin lui dit que ça se voit direct que c'est une sportive professionnelle. Donc il fait ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'elle fait un peu peur. Donc je peux comprendre Martin qui dit oula, elle rigole pas. Donc on a un mini passage ensuite sur Julie. Julie ensuite lance la discussion avec Benjamin, le petit Marseillais de la saison. Il dit rapidement qu'il est marin, donc il annonce direct qu'il connaît bien les bateaux, il connaît bien l'eau, donc on se doute qu'il sait très bien nager. Et on a ensuite un petit portrait sur lui. Donc très vite il devine aussi qu'il vient de Marseille, vu son accent. Mais en tout cas voilà, on sent que les candidats font connaissance, que ça discute un peu de leur vie. Voilà, c'est tranquille. Chacun raconte un petit peu sa life, commence à se connaître et on va voir ce que ça donne dans la suite de l'aventure. Et ensuite très rapidement on a Esteban qui voit le feu sur le rivage. Donc tout le monde s'interroge, ah mais qu'est-ce que c'est que ce feu, on comprend pas. Et donc ils disent ben ouais, faut peut-être aller rejoindre le feu, non, on va peut-être sauter dans l'eau pour aller au feu. Donc là ils se disent ah là là, mais quelle réflexion on a eu. Donc clairement je pense que c'est la prod qui leur a dit bon, vous sautez dans l'eau, vous allez rejoindre le feu qui est sur le rivage s'il vous plaît, merci. Donc petite mise en scène hein, clairement, et donc on découvre que c'est le naufrage. Il se motive à y aller, Rudy en lead hein, qui motive toutes ses troupes en mode allez on y va, rechercher le feu, etc. Et donc c'est parti, tout le monde saute dans l'eau. Clairement je pense que la prod leur a clairement dit qu'il fallait sauter, genre d'un coup on les laisse comme ça sur le bateau et puis ils se disent tous bon bah on va tous nager ensemble et tout le monde y va. Bon, pas très crédible. Petite mise en scène et on a un petit moment de brasse, voilà, tout le monde fait sa petite grenouille, il y en a qui font du crawl, il y en a qui font carrément du dos papillon aussi, d'accord, ok, mais allez-y, on est à la piscine publique, on fait notre vie, n'importe quoi. Et en tête sans surprise, c'est Elena, la grosse sportive vénère, hein, qui est donc une source d'inspiration pour beaucoup de monde, hein, comme elle dirait. Et donc on a son petit portrait où elle raconte un petit peu sa vie parfaite, hein, où elle dort 8 heures par nuit et que tous les gens l'envient de sa vie incroyable. Et Anne-Sophie et Christine suivent Elena de près. Alors j'étais très surpris de Christine. Alors pas parce que ça y est, elle est âgée, elle est nulle, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas un portrait de méga sportive non plus. On apprend juste qu'elle a des grand-mères de 36 000 enfants alors qu'elle n'a pas 50 ans. Mais c'est tout, vous n'attendez pas une warrior. Eh ben si, elle lâche pas l'affaire, elle est vraiment sur les talons d'Elena. Anne-Sophie, ça me surprend moins. On sent que c'est une sportive qui a un peu de cardio, donc pas surprenant. Et dans les derniers, on a Esteban qui lui est plus dans l'observation. Voilà, on a l'impression qu'il regarde un peu tout le monde et il essaie d'aider les gens. Il aide Tania, il aide Emine, il aide Alexandre, il aide Quentin, les quatre ils galèrent un petit peu et il essaie de les aider, donc je dis plutôt sympa, franchement c'est hyper cool. Alors soit ça vient vraiment d'un bon sentiment, c'est plutôt naturel chez lui d'être super sympa et s'occuper des autres, soit clairement c'est de la stratégie pour qu'il soit aimé très rapidement, ce qui est pas non plus si bête que ça. En tout cas je sais pas si c'est stratégique, bon après il a l'air plutôt sympa, c'est pas parce que moi je suis pas fan du candidat qu'il est pas gentil. Donc je me dis, même si c'est stratégique, il gagne quand même des points, notamment auprès de Rudy et Tania, c'est vrai qu'il le trouve plutôt cool. On a même Rudy qui dit à Tania, ouais faut qu'on soit tous les trois ensemble. Ok, Rudy, ils sont même pas sur le sable posé, il est déjà en mode stratégie, on fait un alliance à 3, ok? Ok, Rudy. Bon, en tout cas, Esteban gagne clairement des points. Donc, Elena est en tête, mais Christine a vraiment la rage, hein. Clairement, la doyenne chez les femmes ne rigole pas. Elle lui passe devant et arrive au feu en première. Bon, elle se dit que c'est un peu pour rien, donc ça va faire ce passage en mode je suis arrivée première. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, moi je lâche pas l'affaire, c'est la compétition, ok? Donc, ça m'a tué. Même elle sait pas trop pourquoi elle a voulu absolument arriver première. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. C'est une belle prestation de Christine, on l'attendait pas forcément
forcément première sur le sable devant toutes les femmes et tous les hommes, elle rigole zéro. Et donc on a un petit passage sur elle, son petit portrait, donc très bien, on l'avait déjà vu sur MyTF1 il y a 2-3 semaines. Et d'un coup, Elena arrive à son tour sur le rivage et Christine sent que c'est une bonne compétitrice, qu'elles vont être souvent en duel. Si elles continuent l'aventure séparément ou ensemble, on sent que ça va être un beau duo de femmes qui vont s'affronter sur les épreuves. Et puis les gens arrivent au compte-gouttes tranquillement. On a les gens qui galèrent énormément avec leur sac, notamment Tania, qui n'a rien pris d'imperméable. Ok, que ce soit le sac ou le jogging, elle est trempée. Alors je sais pas si c'est la prod qui lui a dit non, tu prends ça et ça, parce que c'est vrai que c'est la prod qui valide les tenues des candidats en amont pendant les castings. Je l'avais vu dans une vidéo de Laurent, le prof de géographie des 4 terres. Il avait raconté comment ça s'était passé les castings et tout ça. C'est la prod qui choisit les vêtements. Les candidats envoient des photos et la prod choisit les vêtements qu'ils vont porter sur l'île. Donc ça veut dire qu'ils ont validé le petit slip de Dorian quand même. Et le manteau moumoute rose de Béatrice. Ok, n'importe quoi. Mais en tout cas, elle a pris que des trucs qui sont pas imperméables, donc super. Mais elle est quand même excitée d'être là. Voilà, elle attend ça depuis 10 ans. Donc on a une Tania plutôt excited. On sent qu'elle est plutôt proche de Rudy. On dit que ça peut être un duo sympa. Et si en plus ils ajoutent Esteban, ça fait un trio assez fort. Elle est persuadée que ce sera la dernière survivante de l'île. Oui, alors Tania, tu viens juste de poser ton pied sur le sable. Calm down, girl. L'aventure fait que commencer. Donc ne brûle pas les étapes et ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est vrai qu'Esteban, lui, il continue de gagner des points parce qu'on a encore des gens qui commentent son attitude pendant le naufrage. Tania et Quentin notamment, ils le complimentent pas mal. Est-ce que Esteban est bienveillant naturellement ou est-ce que c'est de la stratégie clairement? Donc je sais pas, mais en tout cas, le jeune homme a bien fait de le faire parce que clairement, il gagne des points énormément. Alexandre arrive à son tour sur le rivage et c'est le dernier. Le poste, ça m'a fait un peu de la peine. Je vous le dis direct, moi Alexandre, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je comprends qu'on n'aime pas parce que il ressemble un peu à Ahmad, Adrien, en mode je suis un gros stratège et on a peur que ce soit un pétard mouillé. Mais moi j'ai bien aimé, j'avoue. J'ai trouvé plutôt sympathique pendant tout l'épisode. Donc ça m'a fait un peu de la peine de le voir arriver dernier sur le rivage. Surtout qu'il dit voilà, je suis pas sportif et tout, mais c'est pas grave, moi je compense avec la stratégie. Donc est-ce que c'est un Ahmad en puissance ou est-ce qu'il va vraiment faire des coups? On sait pas trop, mais moi j'avoue qu'il m'intrigue un peu. Moi souvent, vous savez, les stratèges un peu comme ça perdus, Adrien des 4 terres ou Benjamin du Totem Maudit, ça m'intrigue. Bon, j'avais été déçu un petit peu de Benjamin. Adrien, moi, il m'avait fait rigoler. Donc je suis un peu intrigué par le garçon et on a un mini passage, un petit portrait sur Alexandre qu'on avait déjà vu. Et puis d'un coup, petite scène à la plus belle la vie où à la Demain nous appartient. On voit les candidats qui font « Ah, mais qu'est-ce que c'est là-bas ?» Oh mais c'est un autre feu, est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble les mains dans la main avec nos sacs? Donc ok, on sait pas trop pourquoi les candidats d'un coup ils aperçoivent ce feu et qu'ils décident tous d'y aller en mode chasse au trésor, en mode je pense que c'est une nouvelle balise, il faut y aller, ok. Donc on sent vraiment que c'est la prod qui a dit bon les candidats faut aller là-bas, allez faut aller là-bas, il y a Denis qui va vous recevoir, etc. Ok, donc il faut un petit trek pour y aller et en haut ils aperçoivent donc le parcours du combattant direct, je suis en mode ok, ils montent tranquillement la petite colline ou la montagne ou le volcan, je ne sais pas, et ils voient une succession d'obstacles en mode parcours du combattant. Donc ça annonce la couleur directe. Et puis Denis débarque comme une fleur en mode coucou les candidats, c'est parti. L'aventure commence maintenant. Et il appelle les candidats, allez venez les candidats, on va commencer. On n'a pas le temps de niaiser, c'est parti. Et donc c'est vrai que les candidats sont encore un peu sous le choc, ils viennent juste d'arriver, ils ont fait le naufrage, ils se connaissent à peine, voilà, on leur a dit d'aller à chaque feu, gna gna gna, et ils découvrent qu'il y a un parcours combattant, il y a Denis qui débarque, donc ça fait beaucoup pour les candidats, ça calme direct, on est en mode c'est bon, on est dans l'aventure. Et ensuite Denis, voilà, leur parle, il fait son petit discours, voilà, il dit que clairement ils sont devant l'épreuve reine de Koh Lanta, c'est-à-dire le parcours du combattant, oui, enfin il y a les poteaux, l'orientation, l'équilibre sur l'eau, il y en a plein des épreuves reines, Denis, mais ok, c'est vrai que le parcours du combattant, c'est une épreuve que beaucoup de candidats veulent faire, en mode pour se prouver que ce sont les meilleurs, et on sent que Elena peut tout fracasser parce qu'on voit dans son portrait que c'est une super grosse sportive, donc elle peut vraiment tout casser. Et je pense que chez les mecs, Nicolas peut vraiment s'imposer. Je m'étais fait la réflexion avant qu'on ait le résultat des gagnants de l'épreuve, je m'étais déjà fait cette réflexion. Donc je trouve que je suis un peu un génie, un peu un devin. Je suis un peu en mode Christine Haas, voilà, je lis dans l'avenir apparemment. Et pourtant j'étais pas sur le trônage. Mais effectivement, je me suis dit direct que Elena chez les femmes et Nicolas chez les hommes allait tout fracasser. Et comme d'hab, Denis explique les règles, voilà, il y aura un gagnant homme et une gagnante chez les femmes, et ensuite une finale entre les deux. Par contre, Denis explique rapidement que le gagnant à cette épreuve aura un avantage considérable qui lui permettra d'être maître de son destin. Donc nous, en tant que spectateur, on se doutait qu'il aurait le talisman. L'épreuve donc va commencer, ça va cash direct, ça traîne pas. Il n'y a même pas composition des équipes, gna gna gna, non, c'est direct. Épreuve du parcours du combattant, ça rigole zéro et les candidats se préparent et c'est les femmes en première. Et c'est parti, les femmes commencent, elles courent comme des folles. On a plusieurs étapes, plusieurs obstacles. Et le premier obstacle, c'est les poutres au-dessus de l'eau pas très très propre ou alors très boueuse. Si c'est pas sale,
c'est boueux. Faut y aller cash, quoi. Il faut se jeter dans l'eau direct, faut se salir. Et c'est vrai que c'est le bazar, on voit toutes les filles un peu au coude à coude, ça va dans tous les sens. Et c'est Grace et Clémence qui sortent en tête de l'obstacle. Donc j'étais un peu surpris par Grace, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte dans les épreuves. On arrive au deuxième obstacle, c'est une pyramide de troncs. Faut donc grimper et ensuite descendre ce petit obstacle. Et c'est Grace qui est toujours en tête, elle est vraiment vénère, je suis hyper choqué. Ensuite, c'est un sol de cordage qu'il faut enjamber. Grace est toujours en lead, vraiment j'étais hyper choqué. Bon, j'étais plutôt content parce que je l'ai bien aimé dans les portraits, même si beaucoup d'entre vous ne l'ont pas forcément apprécié par rapport à son côté un peu féministe, on est plus fort que les hommes, etc. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, je m'en fous un peu de ses discours, je les mets de côté. Donc, j'étais content que Grace soit en tête. Et Célia, de son côté, est bonne dernière. Vraiment catastrophique, la Célia. J'avais hésité à la mettre first boot quand j'avais parlé des candidats et de leurs portraits, mais j'ai pas voulu m'avancer parce qu'on n'avait pas trop de candidates en mode Céline du Totem Maudit qui montrait bien qu'elle était vachement plus faible que les autres. Je trouvais que quand même Célia tenait un petit peu la route, qu'elle était motivée, 14 ans à tenter de faire Koh Lanta, donc je l'avais pas mis first boot, mais là on voit dans cette épreuve qu'elle est clairement dernière. Et Clémence ne lâche pas l'affaire, elle rattrape Grace assez rapidement, donc j'étais un peu dégoûté, même si Clémence me dérange pas, mais je voulais vraiment que Grace s'impose direct. Elle la rattrape dans la montée de la colline avec les hautes herbes. C'est vrai que là ils doivent monter une grande colline, il y a des hautes herbes dans tous les sens, donc c'est pas si facile que ça de monter. Et ensuite on a l'obstacle du mur à l'envers, et c'est un gros duel entre Clémence et Grace. Vraiment, Grace était sur les fesses qu'elle soit aussi forte, et Clémence s'envole. Clairement, elle s'impose vachement plus que Grace à ce moment-là. Elle prend vachement d'avance, elle lui passe clairement devant, mais Grace lâche pas. Ensuite, on a le labyrinthe de poutres. C'est vrai que c'est un peu le bazar, selon comment on choisit le chemin de ce labyrinthe, on peut passer devant les gens assez facilement. Et effectivement, Grace repasse devant tout le monde et elle double Clémence. Donc là, j'étais plutôt content. Et Elena passe en deuxième position. Clémence se fait clairement doubler par pas mal de monde. Et c'est vrai que là, Clémence va plus du tout être en lead de l'épreuve. Et ensuite, on a deux grandes palissades, deux troncs à grimper et à enjamber. Et là, c'est mano à mano entre Elena et Grace. J'étais à mort pour Grace parce que Elena, moi, j'ai pas du tout aimé dans les portraits. Mais Elena, elle rigole zéro. Clairement, elle le dit dans son portrait, elle est hyper sportive, elle est vénère. Et elle lui passe devant, elle remporte l'épreuve féminine du parcours du combattant. Donc j'étais un peu dégoûté. Grace arrive deuxième. Bon, j'étais plutôt content quand même de sa performance. Elle a su montrer qu'elle était pas zéro. Et troisième, Clémence, qui avait quand même bien l'idée pendant l'épreuve. On voit Tania finir difficilement, mais elle finit. Et on sent que voilà, Célia et Tania n'ont pas été incroyables sur l'épreuve, ça c'est sûr. En tout cas, ça commence très bien pour Elena, qui s'est préparée pendant des années, depuis grave longtemps. Donc ça paye, elle est plutôt contente. Elle calme tout le monde assez rapidement. C'est vrai que les candidats sont en mode ah super, bravo, mais bon. Calme-toi, meuf. Célia, de son côté, est très déçue. Voilà, elle dit « Je suis dernière, je suis pas contente, gna gna gna. » Ouais, alors Célia, ça va être un petit peu Calimero pendant tout l'épisode, elle va un peu m'agacer. Mais elle dit qu'il faut se relever, qu'il faut pas lâcher. Oui, bon, ben voilà, Célia, un peu décevant, clairement, on va pas se mentir. Et ensuite, c'est au tour des hommes, donc c'est moment de tension, on a un petit ralenti. Quand c'est les hommes, ça rigole zéro. Je suis pas mon féministe, mais c'est vrai que quand c'est les hommes, on sent qu'il y a une tension vachement plus forte et que ça va être le combat des gros mâles alpha, ça va zéro rigoler. Et donc, c'est parti, les hommes ont la rage. Et je trouve qu'Alexandre n'était pas si mauvais que ça, qui court assez vite, il est même dans les premiers avant d'arriver au premier obstacle. Et bien sûr, comme les filles, le premier obstacle c'est le gros bazar, ça va dans tous les sens, mais c'est Nicolas et Benjamin qui sortent en tête de cet obstacle. Ils sont clairement tous les deux en tête sur la deuxième étape. On a un trio de têtes qui se dessine, donc Benjamin, Nicolas et Martin qui ne lâchent pas non plus. Ensuite, on a la grande montée de la colline et c'est Nicolas qui est en tête devant les deux jeunes, mais Benjamin a clairement la rage, il est plus malin que Nicolas et se faufile entre les autres herbes et il passe devant Nicolas et Martin également qui prend la tête. Martin ne rigole pas du tout. Martin sur le mur à l'envers prend de l'avance, on sent qu'il peut remporter l'épreuve. Il arrive au labyrinthe, il est suivi quand même de près par Nicolas qui est repassé devant Benjamin. On a les deux grandes palissades et là clairement Nicolas s'impose de ouf, il rattrape clairement Martin, il a la rage, c'est plutôt assez simple pour lui alors que Martin galère un peu plus. Bon après, moi je fais pas mon malin, je ferai pas mieux que Martin. Mais en tout cas, Nicolas s'impose de ouf et pour lui c'est vraiment une promenade de santé cette dernière étape. Il passe tranquillement et il arrive en tête. On a Martin qui arrive deuxième et on a carrément Benjamin lui qui finit pas l'épreuve. Allez hop, il s'en fout, il a bien vu qu'il arrive pas premier, hop il abandonne. Ça donne un peu l'idée de son caractère. Est-ce que Benjamin va abandonner les épreuves en mode Mathieu de Koh Lanta Pacific? Je sais pas, mais c'est vrai que ça fait pas gros guerrier quand on voit ça. Et de son côté, Nicolas est plutôt content de la réussite. Voilà, pour lui, c'était une épreuve assez importante. Il voulait se prouver qu'il pouvait l'emporter. Et effectivement, il a réussi. Donc, mes estimations avant l'épreuve étaient bonnes. J'étais persuadé que Elena et Nicolas allaient arriver en tête de chaque phase de l'épreuve et allaient se battre dans la finale. Mais bon, j'ai été quand même assez surpris de Grace. Benjamin aussi m'a étonné, même s'il a abandonné. Donc, écoutez, on a eu quelques surprises quand même dans cette épreuve. Et la finale est plutôt pas mal. Et ce sont de gros guerriers qui vont s'affronter. Et donc, pour l'épreuve finale, Nicolas et Elena vont s'affronter sur l'épreuve du
du bambou à placer entre des plots, des petites plateformes afin d'avancer, de se frayer un chemin vers la victoire et vers le poteau que Denis montre entre les deux parcours. C'est vrai qu'on a un parcours sombre et un parcours clair. Il y en aura un pour Nicolas et un pour Elena. On connaît cette épreuve, on l'a déjà vu dans pas mal de Koh-Lanta, je crois qu'on l'a vu dans la nouvelle édition. On l'a également vu dans Johor, c'était Jessica et Marc qui s'étaient affrontés, c'était Jessica qui l'avait emporté. Et on l'avait également vu dans les armes secrètes entre Hervé et Laure et c'était Laure qui l'avait emporté. Donc le gagnant aura le feu sacré, le talisman et Denis raconte un petit peu la légende. Voilà, c'est la légende, c'est un dieu qui conservait jalousement et très secrètement le feu sacré dans les volcans des Philippines. Le feu sacré a un gros pouvoir clairement et le talisman qui est dedans a également des pouvoirs. Donc le mot d'ordre de ce truc c'est les pouvoirs. Il faut absolument l'avoir parce que tu as 1000 pouvoirs grâce à ça. Denis explique donc le pouvoir de ce talisman et de ce feu sacré. Lors du conseil, le détenteur du talisman peut se protéger ou protéger l'un de son équipe. En cas de conseil de l'équipe adverse, si c'est l'équipe d'en face qui va au conseil, le détenteur du feu sacré va également au conseil et protège la personne de son choix. En mode, ah toi je t'aime bien, je te sauve. Ok, mais ça fait plaisir, pas mal. Ça fait un peu beaucoup de pouvoir je trouve, mais pourquoi pas, c'est quand même le twist de la saison, donc j'espère que ce sera pas trop foireux. Mais Denis nous l'explique qu'à nous, c'est vrai que le pouvoir du talisman, il l'explique qu'à nous, il l'explique pas aux candidats, il dit juste que voilà, il y aura pas mal de pouvoir, donc il faut absolument l'avoir. Donc c'est assez flou pour les candidats, mais ils se disent, si je l'ai, j'ai potentiellement un avantage, donc je vais tout faire pour l'avoir. Denis explique donc l'épreuve, il faut donc toucher le poteau au milieu des parcours, on connaît l'épreuve, voilà, on va pas en discuter 20 ans, c'est du déjà vu. Et donc c'est parti, le duel de choc va commencer. Ils prennent leur bambou et c'est parti. Nicolas est plutôt hésitant sur l'équilibre, mais il ne lâche pas. Il faut trouver la bonne longueur, le bon parcours, voilà, de toute façon il n'y a qu'un seul chemin pour s'y frayer, donc faut être méthodique, faut réfléchir, faut se concentrer. Elena se débrouille plutôt bien sur l'équilibre, vraiment le niveau équilibre, elle est vraiment bonne, même Nicolas n'est pas trop pourri, même si bon, il fait quelques fails au début de l'épreuve. Il faut donc bien réfléchir et en même temps pas perdre son temps, donc même si on hésite pas mal, il faut vraiment foncer. Elena perd un peu de temps, hein, on sent qu'elle est moins méthodique que Nicolas, et Nicolas semble vachement plus avancé qu'elle, mais peu, franchement, je pense que tout se joue vraiment de pas grand chose. Et puis finalement, très rapidement, Nicolas défonce tout et réussit, voilà, il passe devant Elena et il touche le poteau et remporte l'épreuve. Ok, ça rigole zéro, c'est passé en 3 secondes, mais Elena n'était pas trop loin, c'est dommage pour elle, c'est comme ça. Donc Nicolas a le feu sacré, il dit clairement qu'il est grave heureux. Moi, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il a une belle gueule, je le trouve plutôt attachant, assez doux, parce qu'il fait vraiment challenge beast, je vais tout fracasser avec mes muscles, etc. Mais franchement, il a l'air tout gentil, tout mignon, il est plutôt cool. Moi, j'ai pas mal accroché, j'ai eu coup de cœur assez rapidement et pourtant, c'est vraiment pas le genre de profil que j'aime bien. Et plus ça va, plus j'aime les François, les Nicolas, etc. Donc je suis plutôt content qu'il ait remporté cette épreuve. Et c'est un très bon début pour Nicolas qui s'impose vraiment. Il prend donc le talisman sans trop savoir son pouvoir, mais bon, il sait que c'est que du positif. Et ça y est, Denis explique les règles du talisman, donc l'histoire du conseil qui peut se protéger et que si l'équipe adverse a le conseil, il y assiste et il protège la personne de son choix. Bon, la seule question que je me posais, c'est s'il utilise un conseil, est-ce qu'il peut le réutiliser à Videternam ou est-ce qu'il doit le rendre à Denis ou ça passe à un autre candidat, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je me suis posé la question, clairement. On va avoir la réponse plus tard dans l'épisode, mais à ce moment-là, je ne savais pas trop. Et Nicolas est vraiment content, mais par contre, il veut l'utiliser intelligemment et pas le gâcher, et ça, je comprends. Denis annonce rapidement à Elena et Nicolas qui vont composer leur équipe. Donc, ok, bon, ça, c'est un classique, on s'y attendait un petit peu, mais pas tout de suite. Il leur dit là, vous allez partir à 20 sur le camp, vous allez passer la journée et la nuit ensemble pour apprendre à vous connaître. Et là, je suis en mode, ah oui, comme dans la guerre des chefs où Béatrice, Maxime et Émilie devaient apprendre à connaître tout le monde avant de faire les équipes. Et ils composeront leurs équipes le lendemain matin, juste avant l'épreuve d'immunité. Donc, je dis, ok, bon, ça peut être sympa, les gens peuvent essayer de faire des stratégies pour aller avec telle personne. Et rapidement, Denis annonce la couleur, il n'y aura pas de riz. Ok, mais ça fait plaisir. Et très rapidement, ensuite, les candidats filent au camp. Ils arrivent sur le camp en bateau, il pleut comme jamais. J'étais choqué, je suis en mode, ok, super accueil, ça fait plaisir. Et leur premier but, c'est clairement de trouver un abri parce qu'il pleut énormément, donc forcément, il faut se protéger. Et Martin, face caméra, est plutôt drôle, il est plutôt ironique, il dit, ah, il fait super beau, je suis super content, heureusement qu'il pleut pas, etc. Je trouve ça plutôt rigolo. Je pense que Martin va être un des candidats les plus rigolos de la saison. En tout cas, il m'a fait rire pendant presque tout l'épisode. J'ai trouvé plutôt feel good, plutôt sympa. Et rapidement, il annonce sa couleur en faisant un petit peu d'ironie. J'ai trouvé ça plutôt cool. Christine révèle que l'arrivée est plutôt dure. Voilà, mais c'est le jeu. Alexandre et Célia font une petite blague et disent que la pluie, ça leur rappelle chez eux. Apparemment, ils vivent là où il pleut beaucoup. Je crois que c'est en Normandie. Hein. Je crois qu'ils citent vraiment la Normandie. Donc, c'est plutôt sympa. Et les gens se dispatchent rapidement les tâches. Faut chercher de l'eau, faut chercher des cocos, faut chercher à manger, faut chercher ci, faut chercher ça. Donc, tout le monde se met à la tâche. Et Elena et Nicolas observent un petit peu ce qui se passe. Et Martin, qui a l'air toujours aussi drôle, vraiment, il dit que tout le monde cherche n'importe quoi. Que lui, il cherche de l'eau, mais il sait même pas s'il faut qu'il cherche de l'eau. Il sait pas s'il a bien compris tout ça. Donc ça m'a fait bien rire. Et on a un mini passage sur Martin, qui semble être le petit clown de la saison. Moi, je vous avoue qu'il m'a plutôt séduit dans l'épisode parce qu'il a pas mal de qualités comme aventurier. Et j'ai trouvé plutôt rigolo en mode, bah, c'est le bordel, on sait pas trop ce qu'il faut faire. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ensuite,
Ensuite, on a Rudy et Quentin qui soulignent comme Martin que tout le monde s'éparpille, que c'est un peu n'importe quoi. Elodie face caméra, Elodie qui est un petit peu ma protégée maintenant. C'est vrai que je l'ai pas mal clashé dans ma vidéo où je parle des portraits, je donne mon avis, etc. Et en fait, elle a répondu dans les commentaires à mon avis sur elle. Et elle avait plutôt de l'autodérision, elle était plutôt cool dans les commentaires. Donc du coup, ça devient un petit peu ma petite protégée maintenant. Pas du tout objectif le mec. J'ai trouvé ça cool qu'elle réagisse positivement à mes critiques. Bon après, je l'ai pas insulté non plus, hein, mais j'ai dit ce que je pensais et c'était pas forcément très positif. Et elle a bien réagi dans les commentaires. Et j'ai trouvé ça plutôt cool déjà qu'elle se perde sur ma chaîne et qu'en plus elle réagisse. J'ai trouvé ça vachement sympa. Donc Elodie maintenant c'est un peu une de mes petites protégées. Oupsie. Et en tout cas, Elodie face caméra dit que c'est assez disparate, ça manque d'organisation totale, voilà, que c'est un peu le bordel, c'est un peu le brouhaha. Donc ça m'a fait rire que tout le monde valide le fait que ce soit le bazar, mais que personne essaie de s'imposer. Alexandre trouve ça complètement désorganisé également. Et il clash pas mal les deux capitaines en disant et à Elena et Nicolas aussi de prendre les leads, hein, maintenant que ça va être chef d'équipe, ça le fait. Donc un peu bitchy le Alexandre, j'avoue que j'aime bien, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense qu'il va beaucoup me plaire dans les interviews, il va pas mal clasher, en tout cas ça m'a fait beaucoup rire. Et Nicolas d'un coup trouve de la coco et se rapproche pas mal de Grace. Donc moi je suis plutôt content parce que Grace c'est un peu ma candidate féminine préférée. Donc j'avoue que si Nicolas et Grace peuvent faire un duo, je suis pas contre, hein, je les aime bien tous les deux. En tout cas, Nicolas est efficace. Il commence un petit peu à prendre le lead. Ça y est, enfin. Et je le trouve vraiment doux et attachant. Enfin, moi, je comprends que tous les candidats voulaient être avec lui dans son équipe parce que il est feel good. Il est plutôt beau gosse. Il est plutôt sympa. Il prend des initiatives. Il a l'air tout gentil. Vraiment, c'est un peu l'homme idéal, Nicolas. Donc, j'avoue que je comprends que tout le monde soit motivé à être à ses côtés. Et là, d'un coup, Elena, qui est clairement devenue la bête noire de la saison et qui a clairement été détestée par tous les spectateurs un peu, hein, sur Twitter. Je me suis un peu baladé sur Twitter après avoir regardé l'épisode. Clairement, Elena est détestée, c'est un peu la tête de turc de cette saison. Et j'avoue que même si j'aime pas trop l'acharnement, moi elle m'a un petit peu fatigué aussi dans l'épisode. Et j'étais pas le seul parce qu'effectivement, Elena commence à râler et trouve ça un peu long. Alors, elle a pas tort en même temps, mais quand même, voilà, commence pas à râler alors qu'elle a juste d'arriver. Quentin cherche l'eau, d'un coup, il est pas loin et il finit par trouver l'eau. Donc Quentin, c'est cool, il trouve l'eau, il se sent utile, c'est bien, il appelle les gars et c'est bon, tout le monde est content. L'eau est parmi nous, l'eau est installée, on va pouvoir boire tranquillement. Quentin est assez fier de lui, voilà, il a été assez déçu de sa performance sur le parcours du combattant. Donc il est content, il contribue un petit peu au camp et les gens semblent plutôt heureux. On a un mini passage, un mini portrait sur Quentin et arrive le moment où voilà, ils vont faire la cabane, ça va être le moment un petit peu construction. Quentin s'impose rapidement puisqu'il est charpentier et c'est grave son délire. Donc il est plutôt positif, il a envie de mettre la main à la pâte. Rudy et Martin l'aident. Donc là on sent que les mecs ils veulent vraiment construire l'abri pour tout le monde. Et Clémence elle essaie de s'imposer, donner son avis, mais elles sont pas du tout écoutées. Donc elle est un peu déçue parce que c'est vrai que Clémence dans son portrait elle dit qu'elle est entourée d'hommes et qu'elle aime bien les diriger. Donc c'est vrai que pas mal d'entre vous ont été déçus par cette réflexion et ont dit ok on a une nouvelle féministe. Moi ça m'a pas forcément dérangé, voilà c'est des petites réflexions qu'ils disent dans un portrait. 2 minutes sur un candidat, on n'a pas trop le temps de se faire un avis je trouve. Clémence est un peu déçue qu'on l'écoute pas. Elle veut utiliser les éléments déjà existants pour construire la cabane. Elle croit pas du tout à la méthode des gars, c'est-à-dire planter des piquets un peu partout et mettre des feuillages dans tous les sens. Elle dit que ça va s'écrouler directement. Donc elle est pas très convaincue la Clémence. Voilà, elle dit que c'est pas cool, personne n'écoute, elle se sent un peu mise de côté. Je la comprends un peu, mais espérons effectivement que ce soit pas une pro-féministe. Donc on a un petit passage sur elle, un petit portrait, voilà, de Clémence qui n'arrive pas à s'imposer clairement sur le camp. Et de leur côté, les mecs font clairement leur truc, voilà, avec Grace qui les aide également. Ils font leur petite cabane. On a Quentin qui est plutôt content, qui dit que ça commence à prendre forme, qu'il est clairement dans son élément. Donc c'est cool pour lui, ça fait plaisir. Je trouve que Quentin a un petit côté attachant aussi, donc c'est plutôt cool. Il a l'air plutôt sympa. Martin semble un petit peu perdu dans ses nœuds. À un moment, il essaie de faire un nœud pour la cabane. Je le trouve assez rigolo. Enfin, franchement, il fait des petites blagues aux caméras. Il est plutôt feel good. J'aime vraiment Martin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et Nicolas lui montre en 3 secondes. Voilà, il faut faire ça, ça, ça. Ils sont plutôt contents de lui. Voilà, Nicolas, il s'impose, mais en douceur. Donc j'ai bien aimé aussi Nicolas sur ce sujet-là. Et Rudy, qui clairement a un petit côté stratège, on l'avait pas vu venir dans son portrait parce qu'on n'avait pas vu grand chose. Il regarde un petit peu le Nicolas en levant les sourcils, un peu en mode méfiance. Et clairement, oui, il se méfie, car en effet, il précise bien qu'il préfère l'avoir avec lui que contre lui. Et il précise même à la caméra qu'il doit être redoutable. Donc effectivement, Nicolas peut avoir une cible sur son dos rapidement. Et Grace de son côté est plutôt contente car tout le monde s'est investi. Elle veut absolument dormir au sec, donc elle est plutôt contente que les gens se bougent un peu. On a un petit passage sur Grace, un petit portrait qui a été beaucoup commenté sur le fait qu'elle soit un peu trop féministe. Rapidement, on a un petit passage rigolo de l'araignée tueuse. Martin qui présente la nouvelle coloc des aventuriers, une petite araignée jaune et noire, un petit peu effrayante clairement. Moi, je suis pas fan des araignées non plus, donc je serai sur le sol. Mais voilà, il dit clairement, il y a une petite araignée, il faut faire attention. Moi, je pense que vraiment Martin va nous faire rire. C'est vrai que cette séquence était plutôt rigolo. Et on a une Grace qui est complètement en panique. Elle est pas du tout fan des araignées. Elle veut absolument pas que Martin loupe pour écraser l'araignée. Donc, elle est vraiment au taquet. Finalement, il n'arrive pas à la tuer, donc elle est en panique.
panique. Elle veut clairement dormir dans la mer. Voilà, elle dit moi je m'en fous, je dors dans la mer, c'est mort. Et c'est vrai qu'elle crie un peu dans tous les sens. C'était assez drôle cette scène, même si bon, à sa place je ferais pas mon malin. Bon, elle exagère de ouf en interview en disant que l'araignée est énorme, alors qu'elle n'est pas si énorme. Mais comme elle est un peu chelou et qu'elle fait un peu peur, on n'est pas habitué à voir ce genre d'araignée chez nous. Donc c'est clair que c'est effrayant, mais elle n'était pas non plus gigantesque. Elle faisait pas la taille de ma main non plus. Mais je trouvais ça rigolo, grâce un peu en panique. Alexandre d'un coup arrive en mode stratégie. Voilà, il rigole zéro, lui il a pas le temps. Et il décide de discuter avec Emine, le doyen de la saison, en mode on va sortir vite, faut faire grave attention. Ils sont tous en mode sportif qu'on mérite. Voilà, nous faut que ça dégage, on rigole zéro, gna gna gna. On sent que Alexandre, voilà, il veut faire le ménage, il veut virer les gros candidats et il veut se souder entre petits outsiders, on va dire. En tout cas, il a des idées dans la tête. Est-ce que ça va réussir ou flopper? Je ne sais pas, mais Alexandre est joueur dès le début et ça fait plaisir. Il veut des alliés, il se sent en danger, donc il tente clairement une alliance avec Emine, il tente des moves. Voilà, peut-être un petit peu trop rapide pour l'aventure, mais je me dis pourquoi pas, au moins il est réactif. Et la personne qui vise notamment, c'est Elena. Clairement, il met sa cible sur Elena, il veut la dégager en tous les sens. Il dit qu'elle a pas la victoire humble, que ça l'a vraiment énervé comment elle a réagi à sa victoire. On sent que c'est un vrai joueur, donc ça fait plaisir. Espérons que ce soit pas un pétard mouillé. Il veut pas vivre l'aventure avec elle. Ok. Surtout comme elle se juge meilleure selon ses termes, voilà, il est pas fan du tout. Emine a l'air un petit peu d'accord, mais du bout des lèvres. On sent pas non plus que Emine est convaincue à fond. On a Anne-Sophie de son côté aussi qui aime pas du tout Elena. Voilà, elle est agacée assez rapidement par cette candidate. On sent que voilà, Elena ne fait pas l'unanimité. Moi, j'avoue que si elle sort en première, je serais mort de rire. Ça la calmerait direct. Ce serait pire que Aurélien dans les armes secrètes. En tout cas, on sent qu'il y a des candidats qui s'imposent assez rapidement. Et on a un petit passage sur Anne-Sophie et sur son portrait. Et juste après, on a Alexandre qui parle avec Elena et il essaye de se défendre un petit peu sportivement en disant ouais bon là j'étais nul mais moi je peux être un atout sur pas mal d'autres facettes de l'aventure, etc. Il tente de se faire un petit peu aimer par elle, donc moi j'étais un peu surpris et rapidement il dit face caméra non mais en fait je veux me faire aimer par elle pour qu'elle me choisisse et pour que je puisse la sortir quand je serai en équipe avec elle. Ok, ça m'a tué. Ça serait trop marrant qu'il y arrive. Elodie rapidement face caméra, elle se positionne pour Nicolas. Elle préférait largement être avec Nicolas, qu'elle préfère humainement, mais stratégiquement elle préférait aller chez Elena pour potentiellement la sortir aussi. On sent une Elodie très joueuse, on l'avait vu dans son portrait qu'elle était très joueuse parce qu'elle est payée pour jouer aux jeux de société. Donc clairement on sent qu'elle veut jouer, donc ça peut être pas mal. Je me dis que si Elena constitue une équipe et que tous les outsiders la dégagent, ce serait très rigolo. Je dis qu'elle a du mal vraiment avec Elena, qu'elle la trouve arrogante. Elle veut aussi la dégager, donc ça c'est plutôt rigolo. Tout le monde veut sortir Elena. J'avoue que ça c'était plutôt marrant. Ça me fait beaucoup rire que Elena soit en mode ah non mais moi je suis super bien sur l'île, j'aime tout le monde, haha. Et tout le monde soit en mode on la dégage, elle est insupportable. Ah, j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire cette contradiction qui est imposée sur le camp. Et c'est vrai que Elena lâche pas, elle donne des ordres, elle se met grave en avant, elle prend pas mal de place, elle commence vraiment à agacer tout le monde. Et même Laura témoigne du fait qu'elle prend beaucoup de place et qu'au fil du temps ça peut vraiment l'agacer. Elle agace aussi également sur les cocos où elle est très tatillon. Franchement, elle est en mode ah non cette part là, ouais mais cette part là, vaut mieux cette part là. Oh lolo. Et on a une Laura qui a des réserves clairement sur cette candidate. Elena s'est pas fait beaucoup d'amis en début d'aventure, clairement c'est un peu un fiasco. Esteban et Christine de leur côté sont dans la jungle et ils parlent stratégie. Et Christine révèle rapidement qu'elle veut être avec Nicolas. Bah tu m'étonnes, vu le profil, il est grave beau gosse, il est plutôt sympa, il prend des initiatives, il a l'air fort sportivement, il a l'air grave gentil. Mais moi je veux clairement être avec Nicolas en fait. Et elle veut clairement pas être dans l'équipe d'Elena pour pas être en compétition avec elle. Bon très bien. Rapidement, Elena retrouve Christine pour lui dire qu'elle la veut dans son équipe. Donc je te dis ok. Clairement elles n'ont pas toutes les deux la même envie. Elle lui dit ok pas de souci, mais en vrai elle veut clairement être avec Nicolas. Donc on verra comment ça se passe, on verra dans quelle équipe finit Christine. Mais oui, clairement personne ne veut être avec Elena. Et tout le monde continue de parler de la composition des équipes, qui veut être avec qui, etc. Et on a Quentin et Rudy qui veulent clairement être avec Nicolas. On a Quentin qui dit qu'il a peur du caractère très divergent qu'il a avec Elena, trop dans la compétition. Et Rudy également dit que ce serait pas dramatique s'il était avec Elena, mais que voilà, c'est pas obligé. Il dit que c'est pas ma préférence. Je serais pas dégoûté, mais je préfère clairement être avec Nicolas. Et là, on a Elena et Nicolas qui discutent un petit peu de leurs envies. Ils disent que c'est difficile, mais que Nicolas a un petit peu son équipe dans sa tête. Elena, elle veut limite tout le monde. Hein, ça n'a pas de sens. Rapidement, Nicolas révèle qu'il veut Martin parce qu'il est performant. Il aime bien Gilles également au niveau de sa personnalité. Il est beaucoup Grace aussi, qu'il trouve forte et qui a une belle personnalité. Donc, s'ils pouvaient être ensemble, ça me ferait plaisir. On sent qu'il fait un petit peu son marché. Il a son équipe dans sa tête. Et Elena, elle, de son côté, c'est pareil. Elle fait son petit marché, elle fait ses petites courses et elle veut Christine, Esteban, Quentin et Grace. Et c'est vrai que Grace est plutôt populaire. Elle veut également Julie parce qu'elle est très sportive. Mais après, elle veut jouer sport. Elle veut pas forcément choisir des candidats qui veulent être chez Nico. Mais sauf que tout le monde va être chez Nicolas, Elena. Donc, ça va être compliqué pour toi. Elle est plutôt positive, donc elle est plutôt contente, etc. Sauf que personne peut la saquer. Donc ça me tête. Tout le monde veut la sortir. Elle est en mode ah, je suis trop contente d'être là. J'aime tout le monde MDF. Oui, mais sauf que personne ne t'apprécie en fait. Et ensuite, c'est un petit peu
peu improbable. Après une petite scène drôle entre Grace et Martin, on nous annonce que voilà, personne veut dormir dans la cabane. Donc c'est un peu n'importe quoi, ils ont réussi à faire une cabane, mais personne veut y dormir. On a Grace qui veut dormir debout, Tanaribou, tellement qu'elle a peur de tous les insectes, etc. Et finalement, voilà, il décide de dépouiller la cabane, il dépoigne la toiture, comme dirait Nicolas, pour dormir sur la plage. Et avec une feuille de bananier, ils vont faire des draps pour dormir sur la plage. Voilà, Rudy dit que c'est complètement dommage, tu m'étonnes, c'est n'importe quoi, vous faites une cabane, elle est clairement faite, elle est construite, et vous êtes en mode non, on détruit tout, on va sur la plage. Oh, j'ai pas trop compris le délire. Et tout le monde y va, voilà, personne s'impose, personne va dans la cabane. Ok, on a Grace qui fait n'importe quoi, qui décide de s'attacher sur un poteau, assise sur un malle, pour pas se coucher sur le sol. Oui, enfin, Grace, il reste quand même 39 jours, donc... il va falloir au bout d'un moment accepter de dormir sur le sol avec les insectes, donc c'est un petit peu n'importe quoi. On a même Célia qui décide de dormir comme Grace, c'est un petit peu n'importe quoi. Et les candidats décident de s'endormir tranquillement, mais la nuit sera très très courte. Et en effet, on a Benjamin qui révèle qu'il n'a pas dormi du tout, qu'il a super froid, qu'il était vraiment au bout de sa vie. Quentin a dormi 20 minutes, il dit la nuit a été vraiment rude, ça a été très très compliqué. Et c'est vrai que le lendemain au réveil, voilà, il a fait très très froid, il a fait froid comme jamais. Martin est trempé, il est complètement à bout. Christine est très content de voir enfin le soleil. On sent que les candidats sont déçus de ne pas être restés dans la cabane pour la nuit et d'être allés sur la plage. Mais oui, mais ça n'avait aucun sens, je pense que personne n'a compris votre décision, clairement. Quentin même révèle que ça l'a vexé, que les gens ne dorment pas dans sa cabane, il était très déçu. Je comprends, mais il fallait un petit peu s'imposer. Bon, après, je comprends qu'on ne veuille pas s'imposer alors que c'est le début de l'aventure. Mais voilà, il est vexé, le petit Quentin. Voilà, ils m'ont vexé mon Quentin. Ben, c'est pas très gentil. Et Rudy explique rapidement que cette nuit, ils se sont collés comme des sandwichs. Il précise bien, en mode salade tomate oignon. Ils se sont vraiment collés les uns aux autres pour se réchauffer. C'est plutôt sympa, ça fait plaisir, ça rapproche. C'est une nuit qui a rapproché. Et il se moque rapidement de Grace et Célia. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Les meufs, elles ont peur des fourmis. On est dans Koh Lanta, en fait. Ça m'a fait beaucoup rire. Rudy a l'air plutôt rigolo dans les interviews. Je pense qu'il va être plutôt sympa aussi dans la saison. Ça va être un petit candidat feel good. Ça fait plaisir. Et Gilles conseille à Grace de se coucher pour dormir. Oui, c'est un bon conseil, Gilles. Il fallait être couché sur le sol pour dormir au lieu d'être assise, attachée à un poteau. C'est n'importe quoi. Elle est complètement à bout, mais je comprends, Grace. Tu as fait n'importe quoi. Et rapidement, les candidats nous révèlent que Émile a ronflé toute la nuit. Donc clairement, il a réveillé pas mal de candidats. Lui, il dit qu'il a bien dormi. Ouais, lui, il dit « Oh, mais j'étais bien, j'ai bien dormi, c'était plutôt sympa. Ça m'a fait plaisir, mais tu m'étonnes. » Il dit même que sa stratégie, ça c'était très rigolo, c'était de ronfler pour empêcher les autres de dormir pour qu'ils soient fatigués sur les épreuves. Ça m'a fait bien rigoler. Écoutez, Émile fait le discret, mais il a de l'humour, donc ça fait plaisir. Et on a un mini passage sur lui, un petit portrait, donc voilà, on apprend un petit peu sa vie. Et d'un côté, on a Elena qui fait un petit peu sa capricieuse et qui râle auprès de Martin sur un groupe qui apparemment faisait que parler dans la nuit. Et ça l'a empêché de dormir. Ok, Elena est déjà colère. Elle dit, il va falloir instaurer des règles parce que là, ça va pas être possible. Wow, calme-toi en fait. Vu que ta popularité est de 0, si en plus tu commences à péter les couilles à tout le monde, ça va pas le faire. Alors je pense que Elena ne va pas passer la réunification, clairement. Rapidement, on a le message de convocation et le mot d'ordre est clairement la cohésion. Il faut se faire confiance. C'est assez flou, le petit message. On sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en tout cas, les candidats, il faut absolument qu'ils se fassent confiance et qu'ils soient en cohésion totale. Elena révèle qu'elle connaît déjà son équipe dans sa tête, qu'elle est sereine. Mais sauf que calme-toi en fait, parce que tu peux être sereine, ok, mais en fait, non. Tu vas te faire blindside en 3 secondes. Tout le monde veut te sortir. De son côté, Nicolas est excité. Il veut partir à l'épreuve. Il veut faire son équipe. Il est en mode, c'est parti. Nicolas est clairement un aventurier qui a la rage. C'est pas très surprenant, donc c'est parti, ils partent à l'épreuve tranquillement. Arrivé à l'épreuve, voilà, on a les candidats qui courent, on a un petit ralenti ridicule, je trouve ça à chaque fois très ridicule de faire ça, mais bon, ok, ça fait partie du montage, on accepte. Et Denis les accueille et les équipes vont être composées. Donc Nicolas révèle qu'il connaît déjà sa liste, qu'il a son ordre de priorité, mais que malheureusement ses choix dépendent aussi de ceux d'Elena, donc forcément il va falloir s'adapter. Elena a dit qu'elle est concentrée, elle a beaucoup de responsabilités, donc elle veut bien faire les choses. Elle a aussi son plan dans sa tête, mais que bien sûr son plan dépend aussi des choix de Nico, donc ça va être un petit peu tendu. Denis révèle que l'équipe de Nicolas seront les jaunes et que l'équipe d'Elena seront les rouges. Donc c'est parfait. Et vu que Nicolas a gagné l'épreuve, c'est lui qui choisit en premier. Et il décide de choisir une femme en premier, il choisit Grace. Donc j'étais plutôt content. Je me dis, mes deux chouchous sont dans la même équipe, ça fait trop plaisir. Il dit rapidement qu'il a bien accroché avec elle et qu'elle peut être vraiment forte sur les épreuves, donc plutôt cool. Elena de son côté choisit Esteban. Elle dit qu'il y a eu pas mal d'affinités, qu'il est plutôt bienveillant, donc Esteban la remercie. Et il précise également qu'elle a bien cerné le personnage, donc plutôt cool. On a un mini passage, un petit portrait sur Esteban. Ensuite, Nicolas choisit son deuxième candidat et il choisit Frédéric. Donc j'étais plutôt content parce que Frédéric, je l'aime bien. Je le trouve plutôt feel good. Nico précise que c'est un sportif confirmé, donc plutôt cool. On a un mini passage, un mini portrait sur Frédéric. Donc là, pour l'instant, j'aime bien les jeunes. J'avoue que Nico, Grace, Frédéric, j'aime bien. Elena, de son côté, choisit Rudy. Donc là, je me suis dit, le pauvre, lui qui voulait pas être avec elle, mais en même temps, personne ne veut être avec elle. Et c'est même Esteban qui a conseillé Elena, donc elle lui fait confiance. Donc Rudy dit qu'il est plutôt content
Ouais, je suis pas sûr. Et qu'il aime bien Elena. Ouais, pas sûr non plus. Et on a un petit passage sur lui, voilà un petit portrait de Rudy. Nico choisit à son tour Quentin. Donc là, ça va, j'étais plutôt content que Quentin aille dans cette équipe. Et Nico précise qu'il a choisi parce qu'il a fait la cabane et qu'il est plutôt posé. Donc plutôt cool. Elena à son tour choisit Christine. Donc là, j'étais en mode la pauvre, elle qui voulait pas du tout être dans son équipe. Mais bon, voilà, elle dit qu'elle est compétitrice, qu'elle est forte en cardio, qu'elle est déterminée. Donc plutôt cool. Hein. Christine, doyenne des femmes, se fait choisir assez rapidement. Donc c'est plutôt cool pour elle. Nicolas se concerte avec son équipe et ils choisissent Gilles. Gilles est plutôt content et soulagé. Il lui dit que ça fait vraiment plaisir. Il précise même qu'il a l'impression qu'on lui fait confiance. Donc il est plutôt content. Elena choisit Martin. Et j'avoue que je suis un peu surpris que Martin soit choisi si tard. Et moi, je le voulais chez les jeunes. Donc j'étais un peu dégoûté. Et dit qu'il est serviable et qu'il aide beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Donc moi, je pense que c'est vraiment un bon choix, le Martin. Moi, j'aurais peut-être choisi en premier. Moi, j'aurais choisi Nico en first. Martin peut-être ensuite parce que ça a l'air d'être un bon candidat. À son tour, Nico choisit Clémence, donc pas surprenant, elle a la force sur les épreuves, c'est vrai qu'elle a tout fracassé au parcours du combattant, elle est arrivée 3e, elle a pas mal l'idée pendant l'épreuve. Elena, de son côté, choisit Julie, bon, on savait qu'elle la voulait absolument dans son équipe, donc voilà, c'est une sportive professionnelle, donc ça la motive, la Elena, elle qui adore le sport. Nicolas, à son tour, choisit Laura, donc elle doit être plutôt contente de pas être dans l'équipe de Elena. Laura, on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode, mais je sens qu'elle peut être plutôt intéressante, elle a l'air assez réfléchie, donc moi, je suis assez content qu'elle soit chez les jeunes. Elena choisit Elodie, donc Elodie est plutôt contente, donc j'étais aussi content pour ma petite protégée qu'elle se fasse pas choisir en dernière. Elle dit j'ai enfin entendu mon nom parce que c'est vrai qu'on entend les noms de tout le monde et pas forcément le sien, c'est stressant, donc elle est ravie. On a un petit passage sur elle, c'est ma petite copine maintenant, Elodie. C'est vrai que je l'ai pas mal clatché, mais maintenant je la soutiens. Benjamin n'est toujours pas choisi, par contre j'étais un peu surpris, j'étais en mode il était quand même bon dans l'épreuve, faut le choisir hein, le petit marin. Finalement Nicolas finit par le choisir, il veut le prendre parce que c'est un pêcheur, il est plutôt spontané également, donc ça lui plaît. Donc on sent que Benjamin est plutôt rassuré. Finalement il reste plus que 2 garçons et comme il reste 2 places masculines chez Elena, c'est donc Émile et Alexandre, les 2 garçons pas choisis qui vont chez Elena. Ils doivent être contents, hein, tous les 2, d'être chez Elena pour la blindside au prochain conseil. Ça doit être plutôt rigolo si ça se fait. J'avoue que je suis assez impatient de voir ça. Et Alexandre dit qu'il le prend pas mal, voilà, de pas être choisi et prévient que l'équipe d'en face, ils vont prendre cher. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo. Tout le monde rigole, jeune, mais tout le monde rigole. Alexandre n'a pas la langue dans sa poche et ça fait plaisir. Et pour la dernière fille, Elena choisit Anne-Sophie, qui doit être dégoûtée parce qu'elle a pas mal clashé, la Elena. C'est vrai que beaucoup de gens veulent dégager Elena, donc à chaque fois, les gens qui sont dans son équipe sont en mode ah super, génial, je suis ravi. Mais elle la prend parce qu'elle est sportive et sympathique, donc on sent que Anne-Sophie est contente mais qu'elle est quand même assez déçue de ne pas avoir été choisie avant. Ok. Et donc Tania et Célia, les 2 dernières filles, filent chez les jeunes parce qu'il reste 2 places féminines chez les jeunes. Tania a dit qu'elle n'est pas surprise d'être choisie dans les dernières parce qu'elle n'a pas fait une belle performance. Célia non plus n'est pas surprise, elles n'ont pas brillé sur l'épreuve, donc pas très surprenant. Et donc les équipes sont chez les jeunes, on a Nicolas, Grace, Frédéric, Quentin, Gilles, Clémence, Laura, Benjamin, Tania et Célia. Et chez les rouges, on a Elena, Esteban, Rudy, Christine, Martin, Julie, Elodie, Émile, Alexandre et Anne-Sophie. Et donc Denis va expliquer ensuite l'épreuve qui les attend, l'épreuve d'immunité. Il présente le totem, voilà, vous vous battez pour ce nouveau totem avec son petit talisman sur son ventre, le petit totem. Et l'explication de l'épreuve, elle est simple. Le but, c'est de placer 3 boules sur le plan incliné. On a déjà vu le plan incliné plusieurs fois dans Koh Lanta. Sauf que là, il a un petit style. C'est des petits requins qui le composent, plutôt sympa. Et donc, ils doivent placer le plus rapidement 3 boules dessus. Il y a une boule en bas, une boule au milieu et une boule très très haut. Donc voilà, il faut être assez rapide. Pour récupérer les boules en amont, c'est très simple. Elles sont dans des sacs qui sont accrochés en hauteur. Donc, il faut les décrocher, ensuite passer une grande palissade et ensuite il va falloir ouvrir les sacs, les éventrer pour récupérer les 3 boules et ensuite à l'aide des cordes et des poulies, il va falloir mettre les 3 boules. Donc les équipes vont se diviser en 2, porter de grands troncs en bois hyper lourds et déplacer leur petite passerelle qui va amener la boule dans les trous. Donc on sent qu'il faut être minutieux, il faut être en cohésion vraiment, il faut s'écouter parce qu'ils portent tous ensemble le gros matériel. Donc il faut bien diriger les boules, je pense qu'il faut qu'il y ait un leader et que tout le monde écoute, sinon ça va être le gros bazar. On avait une épreuve un peu similaire dans le totem maudit où Yannick avait été hyper performant, mais je crois que c'était l'épreuve du feu là où il fallait enflammer une vasque et Yannick avait été ultra performant. Et donc c'est parti, l'épreuve commence, ils courent comme des oufs, Martin a clairement la rage chez les rouges, les sacs sont bien accrochés en hauteur donc il faut vraiment les décrocher rapidement et les rouges sont plutôt efficaces et ils partent même en tête, ça y est, ils ont leurs 3 sacs, j'étais en mode oh là là mais ils ont oh la rage. C'est plutôt la galère chez les jeunes, hein. C'est vrai qu'ils se sont emmêlés un petit peu les pinceaux et ils perdent du temps. Mais Martin chez les rouges, lui, il a la rage, il passe la palissade hyper rapidement. Franchement, il est hyper efficace ce Martin sur l'épreuve. Les jeunes partent enfin, ça y est, ils ont leurs 3 sacs, ils arrivent aussi à la palissade. Même si les rouges ont de l'avance, ils donnent tout. On a Nicolas qui distribue bien les rôles, donc tout le monde est bien organisé. Et c'est vrai que les rouges ont déjà ouvert 2 sacs et ont déjà 2 boules en leur possession. Les jeunes tentent de rattraper comme ils peuvent, ils ont une boule de leur côté. Les rouges ont leurs 3 boules, ça y est, ils vont pouvoir partir sur le plan
plan incliné pour placer leurs boules. Les rondins sont super lourds, il faut vraiment être uni et concentré pour pas perdre de temps et pour tout donner. On a déjà une première tentative des rouges, mais c'est un loupé. Clairement, ils sont pas encore bien aiguisés sur l'épreuve, ils s'entraînent. Ça permet aux jeunes de rattraper qui arrivent à leur plan incliné avec leurs 3 boules. Donc là, c'est le coude à coude. C'est chaud, ça doit être bien lourd, c'est hyper tendu, c'est le coude à coude entre les deux équipes. Et c'est Grace qui prend le lead chez les jeunes, qui dirige un peu tout le monde. Elle est plutôt impressionnante, clairement. Grace gagne pas mal de points auprès de son équipe. Elena tente de prendre le lead, mais Martin essaye aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le bordel au début. Martin s'agace même, on sent qu'il veut s'imposer mais qu'il n'y arrive pas. Les jeunes sont plus efficaces, ils sont plus lents mais plus efficaces. Et c'est vrai que là on a Denis qui commente un peu en live en mode Jeff Probst The Survivor. Je sais pas qu'il le faisait autant à l'époque, mais ça m'a un petit peu interpellé. C'est vrai que ça faisait pas trop naturel. Bon après moi je vous avoue que depuis les scandales de Denis Brognard, j'ai un peu plus de mal. Je dis pas qu'on est tous des humains et qu'on peut faire des erreurs, mais j'avoue que depuis qu'il y a eu les scandales de agression verbale et tout ça machin, je suis un peu moins fan, j'arrive plus à être attaché à Denis. Oupsie. Et enfin bref, petite parenthèse fermée, les rouges reprennent donc de la force, ils placent leur première boule en premier, donc je dis c'est cool pour les rouges, moi je suis team jeune. Moi clairement je suis team jeune, donc j'étais un peu deg. Et les jeunes les suivent de près et mettent aussi leur première boule. Donc là gros coude à coude, mano à mano, ça rigole zéro. Les équipes sont concentrées, on sent quand même que les jeunes sont plus unis et que les rouges c'est un peu plus au bordel. Ils essuient en plus un nouvel échec. Grace continue de diriger, elle est assez efficace et les rouges enchaînent les contre-performances. On a Martin qui commence à vraiment s'agacer mais qui essaie quand même de s'imposer. Les jeunes sont efficaces de leur côté, ils mettent une deuxième boule, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On a même Nicolas qui fait un commentaire et qui souligne qu'il trouve ça kiffant. Ok, ça fait plaisir. Martin s'impose maladroitement mais personne l'écoute, vraiment c'est le gros bordel. Et on a même Rudy qui le remarque. Donc vraiment chez les rouges il faut trouver quelqu'un qui prenne le lead, donc essayez d'écouter peut-être Martin. Les rouges vont vite, peut-être trop. J'ai un peu peur que les rouges s'enflamment. On sent d'un coup que les rouges s'allient, se calment un peu et qui décident de suivre un peu plus Martin. Et en plus les jeunes essuient un échec, donc les rouges peuvent rattraper. Grâce et les jaunes en plus commencent à s'agacer, ça commence un petit peu à aller dans tous les sens aussi chez les jaunes. Et c'est vrai qu'ils patinent pas mal pour leur dernière boule. Surtout que les rouges de leur côté placent enfin leur deuxième boule. Et c'est vrai que Denis continue à commenter et vraiment j'ai du mal. J'avoue que c'est bizarre comment il intervient. Donc peut-être à cause du scandale j'ai un peu plus de mal. Mais avant il intervenait pas comme ça je trouve. Enfin bref c'est que mon avis. Et les jeunes font un nouveau fail. Voilà, ils font tomber leur boule. Les rouges en profitent pour avancer. Mais les jeunes ne lâchent rien. Voilà, ils talonnent les rouges. Les rouges ont pris le lead. Mais d'un coup ils font tomber leur boule. Donc c'est un nouveau boulevard qui s'ouvre pour les jeunes. On a un Martin qui commence à vraiment s'agacer, limite à gueuler sur les autres, en mode wow, calme-toi Martin. Et il tente d'aller super vite pour attraper les jeunes. En mode on s'en fout d'aller super lentement, notre stratégie d'aller le plus vite possible, ça se trouve ça peut marcher. Les jeunes eux sont concentrés, mais ils sont vraiment très lents. Et ils font en plus un nouveau fail, alors que les rouges sont pas loin de placer leur dernière boule. On a même Rudy qui s'impose chez les rouges en mode bon maintenant c'est Martin qui parle et tout le monde l'écoute, c'est tout, arrêtez de tous parler. On sent que Rudy veut vraiment gagner, il veut vraiment laisser le lead à Martin. Et ça marche parce que ça y est, les rouges arrivent enfin à mettre leur dernière boule et ils remportent l'épreuve. On a eu un petit fail de Denis en plus, ça c'était très rigolo, ça va devenir un mème ça clairement, où il dit et c'est gagné pour ah non c'est pas gagné encore. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais donc les rouges l'emportent, c'est bon, ça y est, ils exultent, ils célèbrent même Martin en le soulevant en mode ouais trop bien, donc vraiment chapeau Martin. Les jeunes sont déçus. Bon là à ce moment là je me dis ok, RIP Célia va dégager comme une bleuse, ça va vite sortir. Denis félicite les rouges, voilà il y a eu du suspense dans cette épreuve, c'était pas mal tendu, il félicite les rouges. Hélène est très fière de son équipe et félicite également Martin, elle est vraiment contente de l'avoir choisi et qu'il ait tout donné dans cette épreuve. Martin est content mais il dit clairement que c'est pas que lui qui a fait l'épreuve, c'est vraiment l'équipe, c'est un travail d'équipe, donc plutôt humble le Martin, ça fait plaisir. Du côté des jeunes, Grace espère qu'ils seront pas déçus par sa performance, elle s'en veut beaucoup. On a un petit moment d'émotion de Grace et j'avoue que c'était un peu pathos mais ça m'a un peu touché, où elle précise vraiment voilà on était tous en mode on se rencontrait, maintenant on se sépare, on fait deux équipes et en plus on perd, c'est vraiment dur, on sent que les candidats sont plutôt touchés, donc c'était plutôt mignon, un peu pathos mais mignon. Et Denis remet le totem à Martin pour les rouges et sur le coup j'étais un peu déçu parce que j'aurais bien aimé un blindside d'Elena dès le premier épisode, au moins ça aurait calmé tout le monde. Donc le conseil pour les jeunes les attend, ça fait plaisir. Nicolas peut donc s'immuniser ou immuniser la personne de son choix, donc ça fait plaisir. Denis précise qu'il conserve le talisman après l'avoir joué, donc ça fait plaisir, merci de préciser parce qu'on n'était pas trop au courant. Et Denis donne les bannières aux candidats, les rouges seront donc les Tinago et les jaunes seront les Paniman. Ok, bon, des non-deals, ça fait plaisir, et les rouges peuvent choisir où ils vont. Ah d'accord, soit ils retournent au camp d'hier, soit ils prennent un nouveau en mode découverte. Donc ils se concertent et très rapidement ils sont en mode on se casse, ça avait trouvé, je crois que c'est Anne-Sophie qui a dit ça, c'était très rigolo. Bon et ça dégage, nous on va découvrir la nouvelle île, et c'est vrai qu'ils rigolent tous un peu perfidement, surtout Alexandre, et je sens que Alexandre va beaucoup me plaire cette saison, hein. J'espère qu'il va rester un petit peu parce qu'il va être assez rigolo. Et les jeunes se cassent, mais Denis avant leur départ, il dit ouh j'ai oublié quelque chose les candidats, il y a des avantages stratégiques sur le camp, il y a des colliers, mais il y a aussi des armes. Oh putain, allez c'est reparti. Les armes à la con, les détournements de je sais pas quoi, les trafics
magnifique de la prod, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ça va m'agacer par contre. Ça me fait pas plaisir du tout. Je suis pas content. Trop d'avantages avec la prod qui intervient. Non. Bon, en tout cas, les rouges partent et Denis donne rendez-vous aux jaunes au conseil de demain soir pour éliminer le premier candidat de l'aventure. On retrouve donc les Tinago qui débarquent sur leur nouveau camp. L'île est encore plus belle que celle d'avant. On a Esteban qui est plutôt content. Ils installent leur bannière et le totem. Ils sont plutôt excités. C'est plutôt normal. Ils ont gagné la première épreuve. Ils découvrent une nouvelle île. C'est assez excitant, donc c'est cool. Anne-Sophie trouve l'île magnifique. Elle est complètement émerveillée. Elodie, elle de son côté, est motivée pour trouver de l'eau. Ma petite protégée, est-ce qu'elle va trouver de l'eau? Je l'espère. Et rapidement, elle la trouve. En 3 secondes, elle est plutôt contente. Elle hurle « Yallo !» Elle est au taquet. Au début, j'avais pas vraiment kiffé son portrait, mais là, franchement, son côté autodérision dans les commentaires m'ont un petit peu intrigué. J'avoue que dans l'épisode, elle m'a pas trop agacé, donc je suis plutôt agréablement surpris. Les autres la trouvent plutôt excitée. J'ai un peu peur que ça lui porte préjudice si elle a vraiment trop la rage, mais elle est très contente et elle a enfin trouvé quelque chose. Elle a dit « Je suis enfin utile, j'ai pas été forcément à quoi depuis le début de l'aventure, donc je suis plutôt contente. » Elle se sent mieux dans cette équipe d'ailleurs. Elle dit « Sans moi, ça va être plus sympa. » Bon, au départ, elle voulait quand même éliminer Elena et là, elle se retrouve avec l'équipe d'Elena, elle se sent mieux, bon tant mieux pour elle. Elle dit que le fait qu'il soit 10 au lieu de 20, c'est beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Émile de son côté tente de faire du feu, bon ok, Martin le soutient et Julie également. La même Elena qui précise, t'es bien dans le trou? Bon, clairement, le message a double sens, ça a fait rire des candidats, bon, voilà, l'axe sous la ceinture ça fait rire les gens, très bien. Et d'un coup, on a Anne-Sophie qui clash à nouveau Elena en interview, elle dit qu'elle est trop directive, elle précise même qu'elle fait pas grand chose. Ok, je sens que Elena va vite sortir, putain, il me tarde trop le conseil où elle va faire blindside, elle va faire une petite Candice et d'un secret, ça va être plutôt rigolo je pense. Et Émile de son côté tente de faire le feu, voilà, il lâche pas. Alexandre de son côté clash ceux qui font rien au passage, ça fait plaisir. Alexandre toujours la petite langue de vipère de la saison, j'adore. Et Elena, elle de son côté est trop contente, voilà, elle est vraiment contente de son équipe, elle est contente d'être là. C'était vraiment marrant les contradictions au niveau des ressentis des candidats entre Elena qui était trop happy et les candidats qui sont en mode Elena elle est insupportable, faut qu'on la dégage. Ça me bute, c'était vraiment très rigolo. Chez les Paniman, c'est tendu parce que le conseil c'est demain, donc vraiment pas mal de pression. Sans surprise, Célia cherche un collier cache. Elle traîne pas, direct elle y va. Elle sait qu'elle va potentiellement sauter. J'étais en mode c'est très surprenant la pauvre petite Célia. Et donc elle pleure dans la jungle. Oh lolo. Voilà, elle attend ça depuis 14 ans. Elle avait peur d'être avec des jeunes et de sortir vite. C'est en train de se produire. Et je me dis mais ok Célia, t'es en train de te dire ça pour ton âge, gna. Mais Christine elle a ton âge et tout se passe bien pour elle. Donc pour moi c'est pas un problème d'âge. On a quand même un mini passage de Célia, son petit portrait. Et donc elle cherche au taquet le collier. Elle a les larmes aux yeux. Elle est un peu en mode Calimero dans cet épisode. Est-ce qu'elle va le trouver? Honnêtement, j'espérais pas. Parce que même si c'était pas une surprise qu'elle sorte au conseil, j'avais pas envie qu'elle sorte un collier, qu'elle sorte un candidat plus sympathique et plus intéressant qu'elle. Donc j'étais en mode, non, surtout ne trouve pas le collier. Rapidement de leur côté, le reste de l'équipe, les jeunes se reboostent en disant, c'est pas grave, on a perdu une épreuve, mais c'est qu'une épreuve, on va tout donner ensuite. Et ils remarquent rapidement l'absence de Célia. Donc on sent qu'ils se disent, c'est bon, elle est en train de chercher un collier, on a bien compris. Et on a même Frédéric qui dit, clairement, oui, elle est en train de chercher le collier. Donc il part à sa recherche. Peut-être qu'il veut essayer de lui empêcher qu'elle trouve le collier. Pourquoi pas. Et Célia dans la jungle est encore tiraillée. Elle pleure encore. Je me suis dit, mais elle va tout le temps pleurer ou comment ça se passe? Alors je comprends que ce soit stressant parce que t'es au bottom, tu risques de sortir et tout ça. Mais je sais pas, fais ta Cindy de Koh Lanta, on va préparer un coup. Je veux dire, même Ahmad qui a provoqué l'abandon de l'équipe à sa première épreuve d'immunité, il a réussi à s'en sortir. Donc je sais pas, fais des moves. Rapidement, Frédéric fait sa poukie auprès des autres candidats et dit que Célia cherche un collier. Mais Laura voudrait plus virer Tania de son côté. Je suis en mode, d'accord, ok, carrément Tania. Elle trouve que Célia est plus mûre et qu'elle a plus d'expérience. Et elle trouve également que Tania est sur la réserve et qu'elle se laisse porter. Bon, ok. Et là, on a un petit moment de Tania et Benjamin qui font rien du tout sur le camp, qui sont en mode, on fait quoi MDR? Ici, on dirait 2 ados. On a l'impression qu'ils sont là pour faire la villa des cœurs brisés et pas forcément Koh Lanta, mais ok. Et Frédéric, face caméra, clash Tania en disant qu'elle fait rien. Ok. Donc on sent que finalement Célia n'est pas en danger toute seule, peut-être que Tania peut se faire virer également. Et Clémence a le même discours que Frédéric, elle veut garder Célia et sortir Tania parce qu'elle trouve que Célia est plus forte et plus expérimentée. Ok. Tania de son côté, elle sait qu'elle est en danger, elle clash pas mal Célia au passage, elle dit qu'elle est en mode retraite et compagnie. Je suis en mode wow, un peu trash là Tania, c'est un peu hardcore ce que tu dis. Et pour conclure, on a un mini passage sur elle et on a son portrait. Ensuite on retourne chez les rouges et là tranquillement ils se découvrent, ils apprennent un petit peu leur facette cachée et effectivement Elodie commence à faire un petit concert et c'est vrai qu'on est un peu entre admiration et malaise. C'est vrai qu'elle est là qui est regardée en mode c'est quoi ça? Alors que les autres sont plutôt contents d'entendre chanter, elle est même applaudie par tout le monde, elle fait quand même l'unanimité. Il y a un petit malaise mais ça va quand même, les gens sont plutôt contents qu'elle ait fait son petit concert. Ça m'a rappelé quand Seta avait fait sa petite choré, sa petite danse de breakdance trop vénère. Esteban lui fait rire tout le monde, il a vraiment un social de malade. Esteban il peut aller très très loin et il parle de son côté magicien et hypnotiseur, donc les gens sont plutôt
plutôt motivé. Il fait une petite démonstration, c'était plutôt marrant. On a Anne-Sophie qui est sous le choc vraiment, elle est complètement impressionnée et convaincue par le tour d'Esteban. Elle a limite peur, ça c'était plutôt rigolo. Et il y a même Martin qui fait la réflexion en mode ouais, si tu nous hypnoses pour nous faire changer de vote, stop. Alors, ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo de la part de Martin, elle est plutôt fun, vraiment j'aime beaucoup Martin. Et donc le petit tour d'Esteban a fonctionné parce que tout le monde est convaincu par ce candidat et il a un social de malade. En demain chez les jeunes, c'est la grosse tension en vue de conseil. On sent que Benjamin et Tania sont plutôt proches et qui sont aussi tous les deux menacés. Donc j'étais un petit peu surpris pour Benjamin parce que bon, ça va, il a quand même bien performé sur les épreuves. C'est juste que peut-être qu'il est en retrait. Nicolas de son côté débarque avec de la canne à sucre. Ben ok, ça fait plaisir. Il est vraiment parfait ce mec. Gentil, sportif, beau gosse, utile. Enfin vraiment l'homme parfait. Il est très bon à marier. Bon, il est déjà en couple. En tout cas, sa femme doit être bien contente. Les trois menacés au conseil, c'est-à-dire les deux jeunes et Célia, fouillent partout. Clairement, ils fouillent dans tous les sens. Moi, je suis un peu surpris que Benjamin soit menacé, mais pourquoi pas. Il dit qu'il est menacé parce qu'il a été choisi en dernier au moment de la composition des équipes. Bon, moi, je pense pas qu'il soit menacé, mais bon, c'est comme ça. Les jeunes cherchent ensemble. Tania ne veut pas sortir en premier, et ça, je comprends. Personne ne veut sortir en premier, même en deuxième, en troisième. Donc, les jeunes se concentrent sur un potentiel collier. Donc, on y croit. Ça se trouve, un des trois va le trouver et va retourner le conseil, mais j'ai des doutes. Je vous avoue qu'au niveau suspense, on savait très bien que la Célia, ça allait être tendu pour elle. On retourne chez les rouges et je suis plutôt content qu'on les voit pas mal parce que des fois, on voit que l'équipe perdante avant le conseil et puis basta. Et on est en mode ok. Enfin non, là on les voit bien. Et certains cherchent à manger. Il y a Elena, Rudy, Maxime et Esteban qui font leur petit tour. Voilà, ils se baladent pour fois à manger. Ils trouvent rien. Mais ils en prennent plein les mirettes. Vraiment, ils font leur petit trek tous les quatre ensemble. On sent que les quatre vont être très unis. Pourquoi pas? Ça peut faire une alliance pour la suite. En tout cas, on a un moment nature. On a même Rudy qui se sent très chanceux d'être là. Est-ce qu'il y aura une alliance à 4? Je ne sais pas. Est-ce que tous les autres qui sont sur le camp des outsiders entre guillemets vont casser ce quatuor et sortir Elena par exemple? Ce serait pas mal. Les autres donc sont sur la cabane et tout le monde met la main à la pâte et d'un coup on a Alexandre qui continue à tout critiquer, à tout clasher. J'adore. Lui déjà il est en transe totale, il transpire dans tous les sens parce qu'il fait grave chaud. Il dit déjà je transpire beaucoup dans la vie mais là je vais mourir. Il en peut plus et il est très agacé par ceux qui se sont baladés. On sent que Alexandre peut clairement foutre le bordel sur le camp et ça va être plutôt cool. Team Alexandre, allez fous-moi un petit bordel Alexandre s'il te plaît. Et une fois tout le monde réuni sur le camp, on a la tentative de faire du fond. On a Martin qui tente tout. Son équipe est autour de lui pour le booster et saper. Il a une petite braise, donc Martin y croit. On a les filles et Emine qui l'aident. Vraiment, la fumée est là. Tout peut se passer. Le feu peut débarquer sur le camp rouge. Et ça y est, ça commence à vraiment prendre. Tout le groupe s'y met. Tout le monde se soutient. Et d'un coup, le feu débarque, ça y est, le feu est là. Chapeau Martin, vraiment, il est un peu parfait, un peu comme Nicolas. Il est drôle, il est sympathique, il est efficace, il est fort en épreuve, il est utile. Donc gros candidat le Martin, franchement bravo. En tout cas, le feu est chez les rouges, Julie est trop contente, elle a beaucoup d'émotions, elle est vraiment très émue, donc c'est super. Et rouges sont au top. On retourne chez les jeunes où Célia va tenter un coup de bluff, ça y est. Elle se bouge un peu en stratégie, ça fait plaisir avec un bout de bois. Bon par contre, big fail, c'est une catastrophe. Elle est en mode regardez, j'ai trouvé une arme secrète, c'était dedans MDR. Et là d'un coup les filles lui disent ben non on a cherché, c'était pas dedans. Donc elle s'est fait griller en 3 secondes, absolument ridicule la Célia. Elle a tenté un truc, c'était un fiasco. Franchement là elle est un peu ridicule. On a même Tania qui se moque un peu d'elle en souriant. Elle perd pas la face par contre, elle lâche pas l'affaire, elle continue le bluff en mode mais peut-être que je l'ai enlevé avant et que je l'ai le collier. Mais personne n'y croit. Clairement, personne ne croit à son coup de bluff. C'est pas pathétique, mais c'est pas fou non plus comme move. Fred n'est pas dupe en tout cas. Je pense que l'intégralité de l'équipe non plus. Nicolas de son côté se sent peut-être en danger, car c'est possible que quelqu'un sorte un collier et le vise parce qu'il est plutôt fort, il peut être dangereux pour la suite de l'aventure. Donc voilà, pour jouer la sécurité, il risque de le jouer pour lui. Fred de son côté le comprend. Il comprend qu'il fasse ça, il le juge pas. Nicolas veut vraiment se protéger et il n'a pas tort. Célia continue dans sa stratégie et va voir Gilles et il lui dit attention parce que j'ai peut-être le collier. Donc déjà quand elle dit ça, je suis en mode ok, elle fait des menaces là Célia. Mais c'est surtout qu'elle dit moi je vais pas voter Tania parce que je trouve que c'est quelqu'un de bien. Oui, pas sûr Célia, hein. Je pense que de son côté Tania va pas hésiter à voter contre toi. Et elle veut râler Gilles de son côté parce qu'elle lui dit ben voilà, t'es pas forcément au top de la stratégie, t'es sûrement au bottom, etc. Faudrait qu'on se soutienne. Ok, clairement, elle veut faire des moves, elle veut se sauver, elle lâche pas l'affaire. Surtout qu'elle dit face caméra qu'elle sent bien Gilles, elle sent que c'est quelqu'un d'honnête, elle veut vraiment s'allier avec lui. Elle lui promet même d'aller avec lui jusqu'à la fin. Elle veut qu'il en parle à Quentin. Elle dit oui, je vais tenter. Bon, on verra jamais cette discussion entre Gilles et Quentin, donc ça se trouve, il ne lui a jamais
dit. Mais en tout cas, voilà, elle est très motivée. Mais la discussion entre les outsiders, c'est-à-dire entre Benjamin, Tania, Gilles et Célia, est perturbée par Laura qui débarque en mode suspicion, en mode bonjour, qu'est-ce qui se passe? Donc ils changent complètement de conversation en mode ouais, tu sais, la piscine, j'adore, gna gna gna. Allez hop, ça passe comme une lettre à la poste. Mais Laura n'est pas si dupe que ça. Elle se dit, c'est bizarre, ils parlent entre eux. Je pense qu'une stratégie se mène. Tania pense clairement que Gilles peut voter avec eux, donc elle est plutôt motivée. Mais en tout cas, elle ne s'attend pas du tout à ce que Gilles vote contre eux, donc elle est plutôt positive, même si clairement, elle sait qu'elle est au bottom de la stratégie. Et c'est vrai que le conseil arrive rapidement. Et pour moi, Célia, pas de suspense, elle allait dégager. Pas de grosse surprise dans cet épisode. Pour moi, c'est Célia qui allait sortir. Le conseil commence, Denis accueille les candidats et là d'un coup on a Nicolas qui soit à l'écart de tout le monde sur le côté. J'ai mode ok, ben ça fait plaisir parce que monsieur a le feu sacré donc il reste sur le côté. Bon ben d'accord. Nico dit qu'il a un pouvoir non négligeable et qu'il espère bien l'utiliser parce qu'on peut mal l'utiliser en mode Théora. Oupsie. Donc il espère bien l'utiliser. Célia dit qu'elle est très envieuse de son avantage. Benjamin également. Tania dit que tout le monde rêverait d'être à sa place. Elle dit surtout moi qui suis en danger et Denis dit ah bon vous êtes en danger? Pourquoi? Et elle dit ben je suis en danger. Voilà, j'ai pas été bonne dans les épreuves, je sais que je suis au bottom, je suis pas sereine et tout. Elle veut clairement jouer avec le social, elle sait que tout le monde s'entend bien, donc voilà, elle veut vraiment jouer ce côté intégration. Célia de son côté avoue qu'elle était surtout dans l'observation, parle même également d'un fossé entre générations. Donc là j'étais en mode, c'est toi qui es en train de creuser ton fossé, hein, clairement Célia. Parce que je pense que ça va agacer tout le monde ce que tu es en train de dire, mais bon, ce n'est que mon avis. Elle se fout une balle dans le pied, je pense. Elle a l'impression d'être moins intéressante dans le regard des autres. Oh là là, je trouve ça super dur, elle a vraiment une estime d'elle assez basse, je trouve ça tellement violent. Lui, Benjamin dit qu'il se sentait un peu isolé. Et après, il dit clairement qu'il fait pas grand-chose sur le camp. Il assume. Il s'excuse même et il dit qu'il veut changer. Bon, ben déjà, ça part d'un bon sentiment. Mais bon, faut se bouger, Benjamin, clairement. Et pour Nico, ses critères de vote, c'est le sport, clairement. Il faut vraiment tout fracasser sur les épreuves. Ok, ben ça fait plaisir pour ceux qui sont pas très bons. Et aussi l'intégration. Et pour Grace, c'est pareil. Il faut vraiment réussir à s'intégrer et surtout avoir des capacités sur le camp et les exploiter. Bon, très bien. Et Tania, de son côté, dit qu'elle veut sauver sa peau. Mais quand même, ses critères restent les performances physiques et les relations entre les candidats. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est les votes, c'est parti, faut aller voter. Frédéric vote Tania, il dit parce qu'elle est faible. Bon, ok, pas surprenant. Célia vote Clémence. What the fuck, mais pourquoi Clémence? Elle dit qu'elle a pas d'affinité, je demande d'accord. Et pourquoi elle a visé Clément, je ne sais pas. Clairement, on s'est dit, bon, ben Célia, elle vote n'importe quoi, elle va sortir. Et Nicolas, de son côté, vote Célia parce que c'est la moins performante. Bon, pas surprenant. Ensuite, Denis va chercher l'urne. Et là, on a plein de petits plans qui s'enchaînent en mode hyper rapide. Je trouve ça plutôt stylé. Et ensuite, Denis demande si quelqu'un a un collier. Il n'y a personne qui a un collier. Denis réexplique une énième fois la règle du talisman. C'est un peu lourd, mais c'est pas grave. Et Nicolas décide de l'utiliser pour lui-même. Bon, pas surprenant non plus. Il doit l'incruster sur la petite torche, donc il y va, petite mise en scène, ça ne rigole pas. Et c'est parti, c'est le dépouillement. Donc premier vote Célia, pas gros surprenant non plus. Ensuite Tania, à mon avis, ils ont dispatché des votes en cas de collier. Troisième vote, Célia. Bon, Célia, elle est en tête des votes, c'est pas surprenant. Ensuite, Clémence. Donc ça, c'est vote de Célia complètement perdu. Ensuite, Célia à nouveau. On a l'impression qu'ils ont mis un petit Tania au cas où. Mais non, c'est Tania le vote suivant. Ensuite, encore un vote Tania. Donc ça fait 3 Tania. Ensuite, Célia. Et on sent que le dernier vote peut être décisif. Et c'est Célia à nouveau. Donc Célia va quitter l'aventure. Et pour terminer, la pauvre Célia, un dernier vote pour elle. Donc clairement, quasi tout le monde a voté contre Célia, sauf 3 personnes qui ont dû sûrement dispatcher les votes au cas où Célia sortait un collier. En tout cas, Célia prend ses affaires, son sac, son flambeau, hop, son flambeau est éteint, ça dégage. Elle dit clairement, bon vous avez vu, j'ai pas trouvé le collier, MDR, petite blague de Célia qui le prend plutôt bien, elle a pleuré toute la journée, mais là ça va, elle est pas en mode dépression, donc c'est cool. Elle dit qu'elle est restée droite, pas comme Tania et Benjamin. On avait dit qu'on voterait ensemble, vous avez voté contre moi, donc j'aurais pu très bien me sauver en votant contre toi. Et là Tania lui dit, mais en même temps, ça avait voté contre moi, ça t'aurait même pas sauvé. Ouais, mais niveau honnêteté, ça aurait été bien mieux. Oh. On sent que Célia est colère contre les 2 petits jeunes. Et donc voilà, Célia, ça se finit assez rapidement. Elle a fait son petit coup de gueule contre les 2 jeunes et elle s'en va. Bisous Célia. Bon alors c'était clairement une first boot, hein, on va pas se mentir, même si je l'avais pas trop décelé dans les portraits, je l'avais décelé assez rapidement dans l'épisode, il y avait pas trop de suspense. Mais écoute Célia, tu ne reviendras jamais dans Koh Lanta. 14 ans d'attente pour ça, pas fou, il faut l'avouer. Ensuite c'est le teaser et c'est le talisman donc, qui va être remis en jeu par rapport à la victoire à l'épreuve de confort, donc très bien. Denis précise qu'il va révéler des secrets. En cas de victoire des rouges, il peut changer de propriétaire, très bien. On voit principalement une épreuve, il y a de l'équilibre sur l'eau, il y a un parcours aquatique, suivi de cibles à casser, donc pourquoi pas, ça va être sympa. L'épreuve du feu également avec la vasque à transporter, on sent que les 2 épreuves vont être très colères et qu'il va falloir tout donner. On a un mini clash entre Grace et Nico, alors là je suis pas d'accord, j'étais très triste. Nicolas avoue même que ça l'a un petit peu piqué au vif, donc je te dis oh non, ils vont s'embrouiller. Martin se fait mal aussi, il se fait mal et il râle parce que les gens le regardent faire et ils font rien, donc je te dis oh.
On a même Rudy qui imite une mitrailleuse en mode pan 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 pan. On sent qu'il va avoir pas mal d'histoires chez les rouges. Et Alexandre dit que c'est vraiment pas facile. On sent qu'Alexandre peut être visé aussi par les votes, donc ça va être compliqué pour lui. Et on voit les gens tenter de faire du feu, donc on verra bien dans le deuxième épisode s'ils y arrivent ou non. Ensuite, on a l'interview de Célia. Elle dit que c'est pas facile de sortir en première après 14 ans d'attente, et ça je peux comprendre. Elle a quand même connu Koh-Lanta un petit peu, donc elle est pas trop rageuse, ça va. Elle dit j'ai un peu touché mon rêve, ça fait plaisir. Elle est déçue, mais elle sent un peu positive. Par contre, elle dit une phrase horrible un peu en pleurant. Elle dit je pense que mes filles ne seront pas fières de moi. J'ai trouvé ça horrible. Et elle a dit ça c'est ma plus grande déception. Horrible, ma pauvre Célia. Franchement là ça m'a fait de la peine quand même. Et ensuite on voit les votes, mais on les voit pas tous. Et ça m'a un petit peu agacé. On voit Quentin voter Célia parce que c'est celle avec qui il a moins d'affinité, donc pas assez d'investissement. Ok. Gilles vote Célia. Je te vois, oh trop déçu alors qu'il a dit qu'il voterait pas contre elle. Par contre il a du mal à s'exprimer. J'ai pas trop compris tout ce qu'il a voulu dire. Il a dit on a les mêmes valeurs et les mêmes faiblesses, mais je préfère montrer mes capacités avant de les trahir. D'accord. Alors ce que j'ai compris, alors déjà il y a zéro stratégie. Et ce que j'ai compris c'est qu'en gros il se sent proche de Célia, mais qu'il préfère se mettre en valeur auprès de son équipe avant de voter contre son équipe. Voilà ce que j'ai à peu près compris, mais bon, sa justification est un peu bizarre. Et grâce vote Célia, elle a dit clairement au lieu de passer pour une victime, tu aurais dû t'ouvrir et t'affirmer. Ok, elle a terminé par KO. La grâce, ça tire à balles réelles, elle rigole zéro. Par contre, voilà, pas de justification de Tania et Benjamin, donc je suis un peu déçu. J'ai dû vérifier sur internet qui avait voté quoi. Donc on a vu que Benjamin avait voté Célia, Clémence a voté Tania, Frédéric avait voté Tania, mais ça on le savait, Gilles et Grace ont voté Célia, on le savait, Laura a voté Tania, Nicolas a voté Célia, ça on le savait, Quentin a voté Célia, Tania a voté Célia sans surprise, mais on n'a pas les justifications et je trouve ça dommage. Sinon, au niveau du bilan de l'épisode, j'ai trouvé l'épisode un peu en dents de scie. Il y a eu pas mal de belles surprises. Je trouve que le casting est plutôt sympa. Il n'y a aucun candidat que je déteste vraiment, à part Elena avec qui j'ai un peu plus de mal, mais j'ai déjà deux coups de cœur qui sont Nicolas et Grace. Ça a été confirmé donc par rapport à mon avis sur les portraits. J'ai beaucoup aimé Martin aussi. Je trouve que Martin est un candidat à suivre. Vraiment, il est très intéressant. Il est assez complet, donc moi j'aime bien. Il est plutôt rigolo. J'ai adoré le côté bitchy d'Alexandre également. Je pense que Quentin peut être intéressant aussi. Je trouve que le casting homme est vraiment stylé. De ce côté-là, c'est bon, mais après, au niveau du suspense, c'était zéro. Clairement, on savait très bien que Célia allait sortir. Dès que les jeunes ont perdu l'épreuve, je vais ok, ça va dégager. Il y a eu du suspense dans l'épreuve, par contre, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le côté Elena, moi je suis trop content d'être là, j'ai formé l'équipe parfaite, et à côté tout le monde, on déteste Elena, on va la sortir. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc une petite rentrée en matière en douceur. Le premier épisode c'est jamais la folie totale, donc c'était un épisode voilà sympa mais sans plus, pas la grosse folie. Bon, toujours bien réalisé, toujours bien monté, tout ça, hein, vraiment très sympa, mais voilà, pas encore gros coup de cœur pour la saison pour le moment, mais c'est que le début, donc on va se laisser porter tranquillement par la saison, on va découvrir les candidats, les twists, etc. On verra. Le twist principal je le trouve pas foufou pour le moment, on verra s'il sera bien exploité ou si la prod va un peu faire ce qu'elle veut. Ça, j'ai un peu peur, clairement. Ça, je préfère vous l'avouer. J'ai un peu peur que la prod fasse un peu ce qu'elle veut. Ça me déprimerait un petit peu, mais bon. En tout cas, on verra bien. Je suis assez curieux quand même de voir la suite, mais un épisode un peu en dents de scie, il faut l'avouer. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les Tinago et on va commencer par Esteban, qui est un candidat que j'apprécie pas forcément. J'ai pas la chimie, j'ai pas le coup de cœur, j'ai rien du tout pour lui, il ne provoque rien chez moi. Par contre, il a un super social, il est vraiment apprécié de quasiment tout le monde. Je sens qu'il va pas du tout être menacé, en tout cas pour le moment. S'il y avait eu Conseil Rouge, il serait pas du tout nommé. Donc vraiment, super bonne position pour Esteban, il a un social de ouf. Je pense qu'il peut aller très très loin, vraiment, même si ça me fait un peu chier, mais c'est vrai. Donc que du positif pour lui, je pense que c'est un très bon élément pour son équipe et qu'il va aller très très loin. Moi, pas forcément fan, j'y arrive pas trop, mais je comprends qu'il plaide et surtout qu'il fasse rire tout le monde avec ses petits tours de magie, etc. Il a extrêmement bien joué, bienveillant et bon social, bravo à lui. Ensuite, Alexandre, la petite vipère de l'équipe des Rouges, le petit bitchy, alors j'avoue que j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Il a ce côté stratège un peu foireux, mais à la fois à critiquer à droite à gauche, donc j'aime beaucoup. Je me reconnais un peu en lui des fois, j'avoue, à certains moments, je me suis dit, on dirait un peu moi, FDR. Moi j'ai bien aimé. Moi j'avoue, j'ai bien aimé. Je sais pas s'il va aller très loin parce que c'est vrai qu'en épreuve, il est pas foufou et en plus, il est un peu stratège, donc ça peut se retourner contre lui, on verra bien. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Moi je valide largement Alexandre, la petite vipère. Ensuite, Émile, on l'a pas beaucoup vu à part pour dire que sa stratégie c'est de ronfler pour fatiguer tout le monde. Donc ça c'était plutôt rigolo, mais sinon voilà, pas grand chose. Il a aidé pour le feu certes, mais pas gros coup de cœur. Ça peut être un bon doyen, mais pour l'instant pas forcément très convaincu. Moi je suis pas forcément fan des doyens, j'ai jamais eu un doyen que j'ai adoré. Ouais c'est vrai, je suis en train de refaire tous les doyens dans ma tête, à part peut-être Rodolphe, mais qui était pas un doyen en mode des cheveux gris non plus. Hein. Franchement, pas forcément fan, mais je déteste pas. Un peu Osef pour le moment. On verra s'il arrive à s'imposer dans la suite de l'aventure.
Ensuite, Martin. Alors, petit coup de cœur pour Martin, pas autant que Nicolas par exemple, mais quand même petit coup de cœur. Je l'ai trouvé plutôt rigolo. Il a pas mal de réparties, il est plutôt rigolo dans les interviews. Et en plus, il est fort dans les épreuves, il a fait le feu, il est hyper efficace. Je pense qu'il a un bon social, etc. Même si la semaine prochaine, il a l'air de s'agacer un petit peu. On verra si il va pas s'énerver sur les candidats et ça va se retourner contre lui. Il peut être en danger aussi, donc on verra bien. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Bon feeling sur Martin, je le valide largement. Ensuite, Rudy. Alors lui, c'est pareil, il est plutôt sympathique, il est plutôt attachant. Pour l'instant, c'est pas du tout le gros coup de cœur pour moi, mais en tout cas, plutôt positif. Voilà, il s'entend bien avec tout le monde. Je pense qu'il va pas être menacé tout de suite non plus. Il peut aller très très loin, le Rudy. Il est un super social à la Esteban. Franchement, pas grand chose à dire sur lui. Je l'ai bien aimé, il m'a pas dérangé, je le déteste pas du tout. Et je pense qu'il peut aller très très loin. Donc chapeau Rudy, on verra bien comment ça avance dans le jeu, s'il va faire des petits coups perfide. Mais moi, en tout cas, je le trouve plutôt cool et plutôt sympathique. Ensuite, Elena. Alors Elena, moi, j'ai pas du tout aimé. Alors pas autant que Twitter qui l'a détruit en mode la nouvelle Clémentine, etc. Mais je l'ai pas trouvé très agréable. Elle se rend même pas compte qu'elle agace tout le monde, donc ça c'est dommage. Elle se met beaucoup en avant, je pense qu'elle veut pas mal diriger, je pense qu'elle s'impose beaucoup trop. Faut qu'elle se calme un petit peu. Après, elle a pas l'air méchante, elle a pas l'air détestable non plus, mais j'ai pas accroché dès le début avec elle et ça se confirme. En plus, tout le monde est unanime sur elle en mode elle est insupportable, donc clairement je pense pas qu'elle va faire de vieux os. J'avoue que je suis assez impatient de voir un blind side d'Elena, je pense que ça va me faire un peu rigoler, à moins que ça la touche et qu'elle pleure. Non, j'ai pas envie que les gens soient tristes. Je pense qu'elle peut se retrouver dos au mur et sortir par surprise, donc attention à toi Elena, mais moi j'ai pas du tout accroché, trop dans la compétition et trop à s'imposer. C'est dommage parce que tes petits camarades commencent à s'agacer, Elena, attention à toi. Ensuite, Anne-Sophie, alors je mettais pas un centime sur elle et finalement je l'ai plutôt bien appréciée. Bon, elle est un peu en mode critique tout le temps dans les confessionnals, mais je trouve qu'elle est plutôt quand même rigolote. Bon, après, sans plus, hein, c'est pas non plus le coup de cœur, mais j'ai trouvé plutôt sympathique, voilà, je pense qu'elle peut s'imposer stratégiquement, s'allier par exemple avec Alexandre, Emine et compagnie et sortir de gros candidats. Donc pourquoi pas, en tout cas, voilà, elle m'a pas dérangé. J'ai trouvé rigolote à 2-3 moments, moment où elle est hypnotisée et le moment où elle dit on se casse quand ils doivent choisir leur camp. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, plutôt sympa, assez positif, Anne-Sophie au même niveau que Rudy par exemple. Ensuite, Elodie, que j'avais un peu taillé dans mon avis sur les portraits et qui entre-temps m'a répondu dans les commentaires que j'ai trouvé ça super sympa, beaucoup dans l'autodérision, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc j'arrivais finalement avec un avis positif sur Elodie au début de l'épisode et ça s'est confirmé. Elle est pas guerrière, elle casse pas tout, mais je l'ai trouvée plutôt sympathique, un peu rigolote. J'espère juste qu'elle va pas me fatiguer en mode Julie. Alors Julie de l'île au trésor, je la déteste pas forcément, mais j'ai trouvé fatigante. Je pense qu'Elodie sera un peu plus calme, elle va un peu plus se canaliser. Pour l'instant, sympathique, pas gros coup de cœur, mais c'est ma petite protégée depuis qu'on s'est vite fait parler dans les commentaires sur ma chaîne. Donc, Team Elodie, à voir ce qu'elle donne par la suite. Ensuite, Christine, qui a été un peu la révélation sportive de l'épisode. C'est clair que je m'attendais pas à ce qu'elle s'impose autant, à ce qu'elle arrive en première au naufrage, etc. Vraiment un bon élément. En plus, je pense qu'elle a pas mal de réparties. Je trouve qu'elle est pas mal dans ses interviews. Moi, j'aime bien. Écoutez, j'aime bien. Je la déteste pas du tout. Je la trouve plutôt cool. Franchement, bon feeling avec elle. J'espère qu'elle va être surprenante dans la saison. J'ai un peu d'espoir sur Christine. Et ensuite, Julie, que j'avais beaucoup aimé dans les portraits, son côté un peu perfide, stratège. Là, on l'a pas beaucoup vu. On n'a pas beaucoup vu son côté stratège et même on l'a pas beaucoup vu tout court. Elle a l'air plutôt sympathique. Hein. On verra si elle arrive à s'imposer, mais assez neutre. Voilà, pas de coup de cœur confirmé, mais pas non plus déçu. On verra par la suite, mais trop discrète pour l'instant pour moi. Après, ils sont 20, donc il faut laisser le temps de s'imposer. Enfin, tu me diras, Ava n'a jamais eu le temps de s'imposer à cause du montage, mais en tout cas, voilà. Je suis curieux de la découvrir, mais trop discrète pour le moment. Et ensuite, les Paniman. Donc, on va commencer par Frédéric, que j'aime beaucoup. J'avais trouvé déjà très sympa dans les portraits, et là, ça se confirme. Il est plutôt cool, plutôt feel good, assez réfléchi dans les stratégies, plutôt calme. Je pense que c'est quelqu'un plutôt agréable à vivre sur le camp. Donc, voilà, pas de gros coup de cœur en mode Nicolas ou Grace, mais j'ai bien aimé. De toute façon, les jeunes, j'aime quasiment tout le casting. Je trouve que c'est une bonne équipe. C'est ma team Fav, donc j'espère qu'ils vont aller loin. Bon, pour l'instant, ils ont perdu un membre, mais bon, on sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont se révéler les autres deux. Mais en tout cas, Frédéric, j'aime bien. Feel good, plutôt sympa. Ouais, je valide. Frédéric, je valide, j'aime beaucoup. En plus, un candidat asiatique, ça faisait un petit moment qu'on en avait pas. Heureusement, il y a eu Seta et Frédéric, donc je suis plutôt content. Frédéric, je valide fortement. Ensuite, Nicolas. Alors, Nicolas, c'est mon coup de cœur, hein, clairement, je l'adore. Il a tout pour plaire. Non seulement il est fort dans les épreuves, il a l'air tout doux, tout gentil. Il a l'air d'être un bon élément. Il a l'air vraiment trop cool. Il est beau gosse. Enfin, franchement, il a tout pour lui, ce mec. Vraiment, j'adore. Moi, je valide. C'est mon gros coup de cœur de la saison. Pour le moment, ça fait qu'un épisode. On verra. Ça se trouve, il va m'agacer au fil du temps. Surtout qu'il se clash avec Grace la semaine prochaine. Donc, peut-être que je serai team Grace à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je suis content qu'il ait l'avantage. C'est vraiment un mec qui a l'air plutôt adorable et tout le monde voulait être avec lui. Donc, ça se confirme qu'il a un petit social. Et il peut aller loin, Nicolas, à moins qu'il soit menaçant dans les épreuves. Je sais pas, on verra bien. Mais moi, je valide fortement. Ensuite, Benjamin. Alors, un peu osef. Hein, ça a l'air un peu d'un glandeur en mode je suis dans les anges à télé-réalité. Voilà, ça confirme ce que je pensais. Je le vois pas aller très loin à cause de ça. Il est déjà menacé dès le premier épisode alors qu'il est quand même fort dans les épreuves. Il a l'air de pas en foutre une sur le camp. Il est plutôt proche de Tania, donc ça va faire couple binôme. Donc clairement, ils vont vouloir les séparer. Ouais, pas forcément fan. Mes craintes se sont
sont un peu confirmés. C'est pas dramatique non plus, il peut me surprendre, mais pas convaincu par Benjamin. Je serais pas surpris qu'il sorte avant la réunification. Ensuite, Gilles, que je trouve assez, pas fade, mais assez lisse, pas super intéressant. Il a pas l'air méchant, il a l'air gentil, donc j'ai pas forcément de trucs négatifs à dire sur lui, juste un peu trop lisse. J'espère qu'il va un peu plus s'imposer. On l'a quand même vu un petit peu, le montage l'a pas sacrifié. Donc à voir si il est plutôt sympa et tout, mais il a l'air d'être un peu un suiveur. Il aurait pu s'imposer avec les outsiders et sortir un gros candidat. Non, il a préféré suivre la stratégie. Est-ce que ça va être un petit mouton? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, pas d'avis assez neutre sur Gilles, un peu osef, on verra par la suite. Et ensuite Quentin, alors ce Quentin il m'intrigue. J'arrive pas à savoir s'il a l'air super cool ou s'il va me saouler, j'en sais rien. Mais pour l'instant j'ai trouvé plutôt sympathique. Il est motivé à faire des trucs, il a fait la cabane, il est motivé en survie, il a l'air motivé sur les épreuves, etc. Donc je pense que ça va être un bon élément, en tout cas il a l'air plutôt apprécié. Je pense qu'il va être intéressant à suivre, mais je suis un peu mitigé. J'attends de voir la suite. C'est quand même un bon candidat, je pense que je peux le soutenir, à voir, mais je reste curieux et je reste dans l'expectative. Ensuite, chez les filles, donc on a Tania, le pseudo coup de cœur que j'avais eu dans les portraits ne s'est pas confirmé, je l'ai trouvé un peu inutile. Alors elle est très belle, elle est très mignonne, il n'y a aucun souci, mais ça fait pas tout, clairement. Sur les épreuves, un peu inutile, sur le camp, elle fait rien, stratégiquement, c'est pas fou, elle reste en binôme avec Benjamin alors que c'est les deux glandeurs. Ouais, je donne pas cher de sa peau, elle a eu la chance là. Clairement, elle servait de cartouche au cas où si Célia avait un collier, donc je pense que s'il y a un prochain conseil, c'est elle qui sort. Je suis un peu surpris parce que dans son portrait, elle était en mode ouais, je suis grâce sportive et tout, et finalement, pas ouf. Donc Tania, écoute, un peu déçu finalement. Je préfère des gens comme Elodie, étonnamment, ou encore Anne-Sophie que Tania. Un peu déçu, je vous avoue. C'est d'ailleurs ma seule déception du casting parce que j'espérais qu'elle soit plutôt guerrière en mode je vais tout fracasser dans les épreuves et je vais faire quelques stratégies, mais en fait pas du tout. Donc un peu déçu. Ensuite Clémence. Alors Clémence, c'est pas que je suis déçu, parce que c'est pas vrai, mais je la trouve aussi un peu lisse. Alors, elle a l'air d'être forte dans les épreuves et tout ça, mais on l'a pas beaucoup vue, elle était un peu discrète, voilà, c'est peut-être le prénom qui fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, rien de transcendant. Je la déteste pas du tout, mais à part aller un petit peu sur ceux qui faisaient la cabane et dire que Tania faisait rien, ouais, pas foufou. Voilà, pour l'instant, je reste assez curieux, j'attends de voir ce qu'elle va donner, mais je m'attendais un peu mieux de sa part, même si c'est pas une grosse déception, je m'attendais un tout petit peu mieux. Ensuite, Grâce, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai même été agréablement surpris parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu sur le côté, un peu misquine et voire même first boot, et pas du tout finalement. Elle s'est bien imposée. Socialement, elle est super forte. Elle s'entend avec tout le monde. Sur le camp, elle a l'air de se bouger, de proposer des choses, d'aider, de faire des trucs et tout, même si bon, elle dort assis en mode j'ai peur des araignées et des fourmis. Mais en tout cas, je trouve qu'elle s'est bougée. Sur les épreuves, elle est forte. Sur le parcours du combattant, elle m'a hyper surpris. Et même pour l'équipe des jeunes, même si elle y a eu un fail et qu'elle a perdu, elle a quand même l'idée le truc et elle était pas si nulle que ça. Donc vraiment, belle surprise de Grâce. Elle a pas parlé du fait d'écraser les hommes, donc déjà, c'est plutôt cool. Bon, elle se clash avec mon petit Nico la semaine prochaine, on verra pour qui je suis. J'espère que ce sera vraiment un petit clash et que le montage a fait un truc énorme pour un tout petit truc finalement. Mais en tout cas, je l'aime bien. Moi, c'est mon coup de cœur féminin. J'espère qu'elle ira loin et j'espère qu'elle me décevra pas. Team Grâce, et je suis curieux de voir la suite de son aventure. Ensuite, Laura, j'avais un avis assez neutre sur elle dans les portraits. Je la trouvais, voilà, pas forcément super intéressante et son portrait était hyper court. On n'en parlait pas de grand chose sur elle à part son camion et ses photos sous l'eau. Et là, j'ai trouvé plutôt intéressante. On l'a pas énormément vue, mais j'ai trouvé qu'elle était plutôt réfléchie. Elle suspecte tout. Elle est en mode observatrice. Moi, je pense qu'elle peut être un bon élément dans la saison. Elle est en mode discrète pour le moment, mais je pense qu'elle peut se réveiller. En tout cas, j'ai bien aimé. Pas ultra positif de la mort, mais plutôt bien quand même. J'ai bien aimé. Je la trouve plutôt intéressante et je suis assez curieux de voir ce qu'elle va donner par la suite. Et pour finir, Célia. Donc c'est vrai que dès le début, j'ai pas accroché déjà dans son portrait. J'avais hésité de la mettre first boot dans mes réactions au portrait. Je l'ai pas fait parce que je voulais pas me risquer, mais j'aurais dû. Clairement, parce que c'était sûr, au bout de quelques minutes dans l'épisode, on savait que si son équipe perdait, elle sortait. Dès que les jeunes ont perdu, c'est la première chose que j'ai pensé. J'ai fait ok, au revoir Célia, ça dégage. Surtout qu'elle a tenté des moves stratégiques, mais un peu foireux, et elle a surtout passé son temps à chercher le collier et pleurer. Donc pas foufou. Alors, c'est décevant pour elle parce que c'est vrai qu'elle a tenté de faire Koh-Lanta pendant des années, et résultat, elle sort en première, mais c'est le jeu m'a pas voulu 7, tu savais quand tu signais. Donc enfin bref, je suis pas forcément triste qu'elle dégage. C'est triste pour elle parce qu'on sentait que ça l'avait beaucoup touché de sortir, mais bon, c'est comme ça. Et puis Célia, gros bisous, et puis on se reverra sûrement jamais. Désolé. Allez, bisous Célia. Et voilà, j'ai terminé ma review du premier épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, la nouvelle saison que TF1 diffuse en ce moment sur leur chaîne. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de l'épisode, à me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à me dire vos favoris, ce que vous aimez le plus, ce que vous aimez le moins, etc. Comme ça, on débat, on discute, on échange sur le début de cette saison. En tout cas, merci de m'avoir écouté et impatient de vous lire. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On
s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, je poste fréquemment, je mets des sondages, des battles, des petits posts sur Survivor, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.